va commencer doucement puisque c'est l'heure. Alors ce soir, on va aborder la question d'Internet. Je viens de passer 2 heures là avec des gens d'entreprise à réfléchir sur les incidences que ça a dans le monde de l'entreprise. Les incidences, elles sont bien plus importantes que ce qu'on imaginait, que ce qu'on prévoyait. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très difficile de savoir jusqu'où est-ce que l'usage de cet outil et de l'outil informatique va modifier notre vie sociale, notre vie personnelle. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'Internet est au cœur de la mondialisation, puisque c'est ce qui permet une interconnexion à la fois des outils de communication, des informations, parce qu'on pourrait connecter les outils de communication sans connecter leur contenu. Mais aujourd'hui, Internet, en dehors du contenu immédiat de quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre au téléphone, permet que l'ensemble des ordinateurs à l'échelle du monde se passent les uns aux autres des informations. Et donc, d'une certaine manière, on a fabriqué là une espèce de cerveau matériel, c'est-à-dire de ressources, de lieux avec tout un nombre de données, aussi bien sur les processus techniques, tout un nombre de données qui viennent de la science, donc des données qui viennent de la manière de fonctionner de l'ensemble des objets que la science a évalués, des données qui relèvent de l'information événementielle, des données qui sont des banques d'images. Enfin voilà, ce qui est impressionnant, c'est qu'Internet est capable de stocker et de donner accès à toutes les données que l'on a mis dessus, c'est-à-dire, et comme les pourvoyeurs de données se multiplient au fur et à mesure des ordinateurs ou des téléphones, le nombre de données présentes sur Internet ou utilisables par Internet est gigantesque. Ce qu'on d'ailleurs on appelle les big data, c'est simplement la mémoire de toutes ces données-là. Alors, vous comprenez bien que les données qu'il y a là-dessus n'ont aucune hiérarchisation qualitative. Là-dessus, il y a votre nom de famille, il y a votre prénom, et puis il y a le nombre de fois que vous avez acheté un Big Mac chez McDo. Dans ces données, il y a aussi bien la consommation d'une voiture sur 100 km qu'il y a le nom des principaux prophètes de l'Ancien Testament. Enfin, oui, il n'y a pas de... Voilà. Le génie donc, encore une fois, d'Internet, c'est de faire comme si tout le cerveau des individus que nous sommes était connectés les uns sur les autres, et qu'on puisse à la fois, par notre réflexion, notre vie, notre mémoire, alimenter cette mémoire collective et ce cerveau collectif, et qu'on puisse aller puiser dedans, pour faire simple. Voilà. Alors, personne n'a pensé ce truc-là pour l'inventer après. Hein. Celui qui a inventé l'ordinateur n'a jamais pensé que l'ordinateur servirait essentiellement à répondre à des questions multiples et variées sur tous les domaines de l'existence. Les gens qui ont inventé les ordinateurs les ont inventés ou bien pour sécuriser, autocontrôler des machines, ces systèmes de contrôle à la base, ou bien pour créer des assistants au calcul mathématique. Voilà. Mais ça n'est que l'usage progressif de l'informatique et l'invention de cette idée qui ne vient pas de l'informatique d'ailleurs, hein, qui est de connecter les terminaux informatiques que sont nos ordinateurs pour que ces terminaux informatiques, encore une fois, soient non seulement un moyen d'accéder à l'ensemble des données, mais surtout un moyen d'alimenter ces données. Alors, on n'a pas besoin de comprendre tout ça pour s'en servir, mais on a besoin de comprendre tout ça pourquoi c'est fascinant. Pour comprendre pourquoi c'est fascinant. Pourquoi c'est fascinant d'avoir là une espèce de faux, de parfaitement faux cerveau collectif. Un truc qui ressemble à un cerveau collectif. C'est pas un cerveau, il n'est pas collectif, tout le monde n'est pas connecté dessus d'ailleurs, et dedans surtout il n'y a pas d'intelligence. Mais par contre, il a
l'ensemble de ce réseau. Internet, c'est un réseau, mais quand on parle de réseau, on parle aussi bien des ordinateurs, des téléphones, de tout ce qui est connecté au bout, hein, du système d'ondes ou électrique et magnétique qui permet de connecter, de transmettre les choses, qu'on ne parle du contenu. Ça, c'est le réseau. Alors, à la base, tout ça n'est constitué que de machines et comment dire ça? C'est même pas de chiffres parce qu'il n'y a pas de chiffres dans une machine. De séquences, de coupures et de... Vous savez, en informatique, hein, ça n'existe pas 0 et 1. 0 et 1, c'est dans la tête de ceux qui conçoivent l'informatique, mais dans un ordinateur, vous avez simplement l'électricité qui passe ou qui ne passe pas. Et c'est pas bête du tout d'avoir inventé que vous prenez n'importe quel objet dans le monde, n'importe quel événement fictif d'ailleurs imaginaire, pourvu que plusieurs personnes en aient eu la même imagination. Et puis, voilà, à ce mot et à cette chose correspond un code qui est essentiellement composé de 0 et de 1. Enfin, ce n'est même pas du 0 et de 1, puisque je ne sais plus dire si c'est 0, le courant passe, et 1, il ne passe pas, ou l'inverse, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est très impressionnant de voir que on pourrait presque dire qu'on a une espèce de gigantesque réseau télégraphique qui fonctionne du support matériel de nos cerveaux, que sont nos ordinateurs, les uns par rapport aux autres. Parce qu'en gros, c'est un peu comme un télégraphe, hein. C'est 0 et c'est 1, si vous voulez faire simple. C'est un télégraphe très 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 rapide, très très puissant, avec un codage beaucoup plus compliqué que le codage du télégraphe. Vous savez, c'est beaucoup plus compliqué que les 26 lettres de l'alphabet codées avec des points ou des longues ou des courtes, mais c'est le même principe, c'est des longues et des courtes, c'est rien d'autre. Donc le JD, c'est de ne pas s'être contenté de 26 lettres, mais d'avoir réussi avec des séquences plus longues à coder n'importe quoi, n'importe quelle chose, pourvu qu'elle soit dissible et capable d'être codée. Et dans le codage de la chose, non seulement vous avez sa prononciation phonétique, mais vous avez même toutes les données qu'une encyclopédie est capable de vous dire sur la chose. Et le principe, c'est que d'ailleurs, quand vous êtes sur le codage de la chose, hein, je simplifie, par exemple, je ne sais pas trop quoi, vous prenez cette bouteille, dans la séquence qui code la bouteille, il y a plastique, c'est du plastique. Évidemment, si vous appuyez sur plastique, alors vous pouvez tomber sur tous les plastiques. Oui, ça s'appelle l'hypertexte. Que vous arrêtez sur la séquence, à un moment où vous pouvez tomber sur eau, bien vous pouvez tomber sur cristalline. Tomber sur cristalline, ça ne dit pas plastique, cristalline, ça ne dit pas eau. Par contre, ça dit Christ. Et ça dit cristallin, donc, si vous tapez sur... Voilà. Donc, vous avez tout ça, vous avez vous pouvez réduire ça à un codage. Voilà, cette idée, je parle de l'idée là, hein, qui est au fond d'avoir un outil matériel qui donc est capable de mettre à ma disposition, encore une fois, toutes les idées, les commentaires, les réflexions que quelque part des humains ont mis là-dedans. Donc vous avez en permanence, alors on dit de temps en temps qu'on a une connexion permanente à la connaissance humaine. On n'a pas du tout de connexion à la connaissance humaine, on a connexion à l'information. L'information, c'est-à-dire ou des images, ou des textes, des chiffres, c'est à peu près tout. Mais on n'a pas accès à des concepts, il n'y a pas de concept dans un ordinateur, il n'y a pas d'intelligence dans un ordinateur, il n'y a pas de cerveau dans un ordinateur, il n'y a pas de connaissance. Voilà. Et donc, comment mieux comprendre d'abord ça avant de savoir quels sont ces enjeux dans nos vies quotidiennes? D'abord, il y a eu 3 stades historiques. La première, c'est qu'on a commencé à inventer les machines. Les machines, c'est très impressionnant. Ça commence par la machine à café ou la machine à laver le linge. C'est-à-dire une réalité qui est capable de développer une puissance que l'humain n'est pas capable de développer, ni l'animal. Parce qu'autrefois, quand on voulait faire des choses puissantes, c'était ou l'huile de coude, d'accord, ou l'eau, ou l'air, selon votre moulin à eau ou votre moulin à air, l'explosion de la poudre, ça n'allait pas très loin, et puis sinon les animaux, les éléphants, les chevaux, les mulets, les ânes, enfin voilà, pas très compliqué. Hein. L'invention de la machine, qui est assez simple, hein, c'est de se servir d'éléments de la nature pour développer une puissance d'action et de production qui n'existe pas à force humaine. C'est le magnifique exemple du moteur à explosion.
Donc c'est une domestication de l'énergie naturelle en vue de réaliser des choses que la force humaine, simplement munie d'outils, ne peut pas obtenir. C'est comme ces énormes bulldozers qui vous soulèvent des énormes cailloux, pour lesquels, pour faire la même chose, il aurait fallu que meurent un certain nombre de dizaines d'esclaves dans la pyramide de Khéops, et là vous avez un seul homme qui, parfaitement sécurisé dans sa petite cabine, déplace ces choses-là. Et donc vous avez une démultiplication de la puissance humaine grâce à la machine. Ça, c'est la première chose auquel on s'est habitué. Et c'est vrai que si aujourd'hui on devait se passer de toutes les machines qu'on a, l'ambiance serait légèrement différente. Plus de voitures, plus d'électricité, plus de micro-ondes, plus de four, plus de gaz, ouais, plus grand-chose quoi. Plus de voitures, pas de groupe électrogène, plus de brosse à dents automatique, quand même. Plus de pacemaker. Voilà. Ça serait intéressant d'ailleurs, hein. Les gens qui font Koh-Lanta, là, ils font ce genre de trucs là. J'ai l'impression qu'ils y retournent aussi vite qu'ils en sont partis d'ailleurs à la technique. Mais... La deuxième phase de cette révolution historique, c'est l'invention des outils de communication, notamment, alors ça a d'abord été le télégraphe, puis le téléphone, la radio, puis la télévision. Et quelle est la propriété des outils de communication? C'est de permettre d'accéder de manière relativement directe à des endroits où on n'est pas. Parce que la lettre, ou les signaux de sémaphore, vous voyez, avant que l'info arrive, quand même, c'est lent. C'est comme les Indiens avec leurs nuages et leurs petites fumées. Hein. Que ça soit la lettre, oui, enfin, en gros, tout ça, ça va quand même pas à une vitesse phénoménale, puis c'est lent et aléatoire. Et c'est vrai qu'on ne se rend plus compte parce qu'on est déjà tous des... Enfin, vous voyez, on est tous des petits jeunes là-dessus. Hein. Mais l'invention du télégraphe, vous voyez, les premiers contacts, voilà, les moyens de transport, hein, parce que la machine, c'est la machine à vapeur, c'est le train à vapeur, avant la voiture. Et puis après ça, c'est le télégraphe et le téléphone. Voilà. Mais le fait de pouvoir se connecter instantanément de manière audiovisuelle n'importe où dans le monde, voilà, et de faire que quasiment n'importe qui dans le monde est de plus en plus à portée d'un outil par lequel il peut communiquer avec n'importe qui dans le monde, c'est quand même assez moderne. C'est très récent. Et c'est assez fascinant, cette capacité à être connecté pas simplement par la méditation et la prière, mais de manière instantanée avec n'importe qui sur la planète. Et même d'ailleurs, c'est assez impressionnant, si vous savez, vous avez plein de caméras fixes dans le monde. Là, vous avez des sites comme ça, vous pouvez les regarder, je ne sais pas trop quoi, la mer, Méditerranée, parce que vous avez une espèce de caméra de plage, si vous aimez la caméra de plage, vous pouvez la regarder d'Internet. Vous pouvez vous connecter sur toutes les caméras du monde. Vous ne pouvez pas tout à fait vous connecter si vous n'êtes pas doué sur tous les ordinateurs du monde en utilisant leur webcam, mais pour quelqu'un de doué, c'est presque faisable. Et puis quand nos lunettes seront connectées, vous pourrez vous servir des lunettes de tout le monde. Ce sera super. Si vous aurez une lunette connectée, n'importe qui pourra aller pirater ses lunettes et regarder ce qu'il est en train de regarder. On aura des commentaires peut-être à faire d'ailleurs, mais sur le sujet. Peut-être qu'on enlèvera nos lunettes avant de faire des choses que les autres ne sont pas censés voir. On n'y pensera pas. Si c'est des lentilles, ça sera encore mieux. Voilà. Et donc, ça, c'est la deuxième phase. C'est-à-dire que l'accessibilité de n'importe qui, n'importe où dans le monde, et donc l'accessibilité de n'importe quelle information qu'on transmet par mode de télégraphe, vous savez, c'est le phénomène du journalisme. En fait, de pouvoir... de faire un buzz parce qu'on arrive à communiquer l'information de quelque chose qui est arrivé de l'autre côté de l'Atlantique, c'est impressionnant ça. Parce qu'avant, pour qu'un événement qui se passait sur la côte ouest des États-Unis, est des États-Unis, parvienne à la côte ouest de la Bretagne, il fallait quand même qu'un bateau se déplace. Donc l'invention du premier câble télégraphique passant par l'Atlantique, c'est quand même absolument extraordinaire de pouvoir d'avoir en direct les infos. Quelqu'un qui te dit bonjour, et de l'autre côté de cette masse gigantesque d'eau, tu as un type qui te dit oui, moi je suis là, bonjour aussi. Nous, ça nous paraît ridicule. Sauf que c'est un artifice, évidemment. Parce que l'autre ne te dit pas bonjour. Normalement, tu dis bonjour en saluant quelqu'un. Là, il ne te salue pas, et même s'il est sur une caméra, il est aplati en 2 dimensions, donc c'est réglé. Tu ne dis pas bonjour. S'il était là, tu verrais la différence. C'est-à-dire, si tu ne vas plus voir ta grand-mère que par webcam et que tu ne veux même plus aller la rencontrer en direct, c'est quand même qu'il y a déjà un problématique relationnel. Tu n'es pas très content de la voir, ta grand-mère.
Ce qui montre bien qu'à tout choisir, il y a quand même un abîme entre la rencontre directe et la rencontre par l'image. Mais voilà, ces outils de communication ont commencé par nous communiquer des images sonores ou du codage de mots, dans le cadre du télégraphe, puis par nous communiquer des images visuelles, qui était le cas de la télévision. Depuis, d'ailleurs, on n'a pas fait mieux. Les images olfactives, on n'est pas, je laisse tomber, ça ne se transmet pas. Et les images tactiles, pas beaucoup. Je veux bien que tu mettes ton truc dans un gant à New York, en serrant la main comme ça, d'un autre type qui est quelque part du côté de Tamanrasset. Ouais. De toute façon, même si ça marchait, comme similitude, ça ne t'émeuverait pas beaucoup. De l'avoir au téléphone, ça t'émeut. Parce que c'est très affectif, l'émotion, c'est pas très réaliste, de l'audition. C'est vrai, dans la vie mystique, les gens se sont contentés d'avoir des voix. Souvent, ils ne vont pas trop toucher ce qu'ils entendent, parce qu'ils ne toucheraient pas grand-chose. Ils ont vu, ils ont entendu, puis après ça, ils ont vu, mais touché pas grand-chose. Il n'y a que Thomas qui voulait toucher Jésus pour vérifier qu'il était là. C'est normal, voilà. Et donc, aujourd'hui, on a un système de communication audiovisuelle planétaire qui permet, par ailleurs aussi, ce système de communication, de mettre toutes les machines en connexion les unes avec les autres. Puis ensuite, on a inventé un troisième niveau, c'est Internet. Et Internet, je vous disais, c'est plus simplement l'accès à l'information, au savoir. C'est ce que j'appellerais la création d'un pourvoyeur d'un certain nombre de choses. On va voir de quoi est-ce qu'il est le pourvoyeur. Mais Internet, c'est un pourvoyeur mondial, collectif et personnalisé. Puisqu'il fait arriver sur ton écran à toi, adapté à toi, selon ce que tu en attends, puisque les pubs qui arrivent sur ton écran, ils n'arrivent pas sur les écrans du voisin, donc ça prouve que c'est personnalisé. C'est collectif, c'est-à-dire que ce qui est donné aux uns est potentiellement donné aux autres, et c'est mondial. Alors qu'est-ce que ce pourvoyeur mondialisé, collectif et personnel donne? De quoi est-ce qu'il nous pourvoit? D'abord, dans l'ordre d'importance et dans l'ordre historique, d'abord de système de gestion. C'est d'abord un réseau qui met à ta disposition tout un système de gestion. Ça te donne des tableaux Excel, ça te donne des modèles de comptabilité, ça te fournit d'ailleurs la comptabilité de ton entreprise ou des autres sites de ton entreprise, et ça te les donne de manière organisée, ça les organise d'ailleurs tout seul d'un site à l'autre. Ça te donne des systèmes pour acheter des billets, ça te propose, ça met en ordre et ça classifie aussi bien les vidéos, la musique que tout ce que tu voudras. Et donc, Internet met à notre disposition des systèmes de gestion de nos existences compliquées, personnelles et collectives. Donc bientôt tu pourras être complètement géré, si tu veux, par exemple dans ta santé. Tu seras tout connecté, là, avec tes petits vêtements connectés, tout ce bidule, et tous les matins, tu sauras quel est ton taux de cholestérol, ton taux de probabilité de mourir d'un infarctus dans les 15 jours, voilà, le nombre de cellules qui sont mortes dans la semaine, ça, tu pourras tout savoir. En gros, statistiquement, il te reste combien de jours à vivre si tu n'as pas un accident grave, tout ça là. Donc on pourra laisser l'ordinateur lui-même nous commander, vous voyez, ce dont on a besoin. C'est comme aujourd'hui, les gens n'utilisent pas trop les frigos, vous savez, connectés sur le drive, là, qui se renseignent de savoir qu'est-ce qui te manque dans le frigo. Parce que les gens sont encore dans l'originalité, parce qu'ils ont du temps à perdre à essayer de se calculer de la nourriture originale, mais quand ils sont fatigués, ils sont bien contents de reprendre la liste d'avant sur le drive. Et donc tu commandes par Internet, ça t'est livré chez toi, ça te met dans ton frigo qui bientôt singularisera sa manière de suivre chacun des aliments. Donc voilà, tu peux tout faire gérer. Tu peux d'ailleurs l'aider aussi à gérer ta pensée, tu peux avoir un organizer, un truc qui organise ton temps avec des priorités. Donc on y va tout doucement, mais on y va. Donc la première chose, c'est ça, c'est qu'il nous pourvoit en système de gestion d'énormes machines qui s'appellent des entreprises mondialisées, ou de toutes petites choses, qui est l'organisation de l'heure à laquelle tu dois sortir tes poubelles, par exemple. C'est ce que j'ai un petit truc là qui me rappelle quand je dois sortir les poubelles. Même si je suis à l'autre bout du monde et j'ai pas de poubelle, parce que c'est sans Avignon, mais ce soir je devais sortir les poubelles. J'ai essayé d'expliquer à mes frères que je voulais pas mettre ça dans mon téléphone, parce qu'il y a des fois où ça serait stupide qu'ils me le rappellent, parce que de toute façon je ne serais pas à Avignon, ce que je sais quand même. Je ne suis pas à Avignon. Ils m'ont dit, mais non, mais c'est très utile, parce qu'au moins quand tu es là, au moins ils te le rappellent. Je dis, bon, je me soumettrai à la bêtise de l'outil. Voilà. Ce système de gestion que met à notre disposition Internet, il est contenu essentiellement dans des ordinateurs qui, comme leur nom l'indique, sont faits pour ordonner.
ou des computers qui, comme leur nom s'indique, sont faits pour compter, c'est-à-dire pour ordonner des choses qui sont numérisables, pour faire encore plus simple. Voilà. Tous les programmes, ce qu'on appelle des programmes, c'est des organisateurs, des organisations. C'est des systèmes d'organisation, de gestion. Ça, c'est le premier élément. Mais Internet, c'est ça la richesse, ne se contente pas donc de mettre les ordinateurs les uns en contact avec les autres pour que le service de l'un, le programme de l'un puisse être mis au service de l'autre, moyen d'ailleurs finance. Mais il y a aussi plein de systèmes de gestion qui nous sont gratis. Mais une deuxième chose qui n'était pas nécessairement prévue dans l'invention de l'ordinateur, il nous pourvoit aussi dans toutes les formes de mon imaginaire, ce qui met à ta disposition toutes les images que tu veux. Les vraies, les fausses, tu peux même en fabriquer tout seul. Tu peux fabriquer, avec un ami tout à l'heure qui fabrique des trucs en 3D, des mondes imaginaires, quoi. Donc c'est absolument extraordinaire. Tout ce qui est imaginable est représentable, pourvu que ça soit auditif et visuel. Hein. Si tu as un imaginaire purement olfactif, zéro, Internet ne peut pas t'aider. Si tu inventes des mondes olfactifs, désolé pour toi, mais c'est ailleurs qu'il faut aller. Les mondes gustatifs, on peut te les faire saliver avec les images, plus les recettes de marmitons, mais tu ne pourras pas manger non plus. Mais enfin, tu as des substituts quand même. Hein. Pavlov, ça marche. Donc on peut presque te donner le goût de ce que tu vas manger avant que tu le manges, rien qu'avec les images que tu as. C'est plus difficile que les odeurs. Et donc, ça veut dire que c'est quand même énorme que Internet, c'est pour ça qu'Internet est constitué d'écrans. Enfin, pardon, que la manière dont nous accédons à Internet, c'est par le biais d'écrans. Et d'écrans qui sont faits pour que s'y projettent des images, pas uniquement des chiffres et des lettres. Que pendant longtemps, hein, tous les informaticiens, les vieillards de plus de 45 ans savent qu'au début, tu avais des lettres, des slash, des trucs absolument incompréhensibles, quoi, des hiéroglyphes. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hiéroglyphes, il y a des images. Voilà. Et donc, c'est très impressionnant de voir que Internet donne lieu à tous les imaginaires matérialisés ou matérialisables. Évidemment, pour l'instant, il ne peut pas les voir dans ta tête. Mais si tu arrives, toi, à projeter ta tête sur des images ou à reconstituer par des images que tu as dans la tête, progressivement, tu peux... Et donc, c'est la deuxième chose que fait Internet. Et puis, la troisième chose que fait Internet, qui est un peu différent du système de gestion mis à notre disposition et de mondes imaginaires, c'est un assistant à la mémoire et à l'imagination. Puisque, finalement, de nouveau, tout ce qui est dans la mémoire humaine se stocke sur Internet. Et donc, il vient t'aider, t'accompagner dans ta vie quotidienne aussi bien. Donc, vous avez remarqué, hein, s'il nous accompagne dans tout ce qui est gérer le quotidien, dans tout ce qui est imaginer les choses, dans tout ce qui est la mémoire, ça fait beaucoup. Parce que la plupart de nos activités, l'avantage de l'Internet, c'est qu'il a une mémoire parfaite, il a une imagination, il te propose une imagination absolument illimitée, donc tu as toujours une image dans laquelle tu peux t'évader auquel tu n'avais pas pensé, et puis il te propose un monde imaginaire, parce que, par exemple, vous savez peut-être ça, sur un site d'achat, au bout d'un certain temps, on a repéré ton monde imaginaire, selon la couleur des choses que tu achètes, selon l'utiliser. Voilà. Donc, après, on a réussi à tracer le profil de ceux qui te plaît pas, qui favorisent chez toi l'achat ou pas l'achat. De plus en plus, les sites qui sont évolutifs, c'est les vieux sites qui n'ont pas la même tête, mais les nouveaux sites, ils ont la tête qui te ressemble. Les publicités, alors pas encore les couleurs, mais ça viendra. Plutôt les couleurs du site prendront les formes caméléons de ce que tu préfères, selon les heures de la journée. Ça n'aura pas la même couleur selon les jours et selon les heures. C'est parce que pour l'instant, il n'y a pas de créneau économique et que ce n'est pas un élément déterminant de l'achat. Hein, mais le jour où ça sera un élément d'amélioration, considéré comme une amélioration qualitative par le consommateur, c'est ce qu'on fera. Voilà. Et donc, rien que ça, c'est-à-dire d'être assisté en permanence, de plus en plus en permanence, et de plus en plus dans tous les domaines, par un assistant de gestion, d'être accompagné en permanence par des propositions d'imaginaire, ou des propositions fantasmatiques, appelez-le comme vous voulez. Des propositions oui, imaginaire, ça veut dire de détente, de transfert, de projection, voilà. Et qui nous propose aussi, je veux dire, on va dire un accompagnement personnalisé.
Voilà, grâce à ce qu'on appelle les algorithmes. Donc ça change notre relation à nous-mêmes, notre relation à l'autre et notre relation aux autres. Notre relation à nous-mêmes parce que ça nous fait vivre progressivement avec une prothèse. Aujourd'hui, Internet est devenu une prothèse collective, ça c'est sûr. Aujourd'hui, en ce moment, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire dans un pays comme le nôtre si on n'a pas accès à Internet. Il y a même d'ailleurs tout un nombre de choses qu'on ne comprend pas de ce que vit notre pays si on n'a pas accès à Internet. Et puis, de toute façon, ce qui se passe à l'échelle de la société, comme une société, la société française, n'existe que grâce au support permanent de l'usage de l'informatique, c'est très clair. Donc, c'est une prothèse collective. Mais ce n'est pas seulement une prothèse collective, c'est une prothèse qui devient individuelle. C'est-à-dire que de mois en mois, d'année en année, l'habitude de se servir de cet outil plutôt que pas fait qu'il devient, il va nous devenir aussi habituel que de se servir de la main. Comme la voiture nous est devenue aussi habituelle que de nous servir d'un vélo ou de nos pieds. Sauf que ce n'est pas tout à fait le même domaine. Savoir que tu peux te servir du transport en public, de la voiture, de ton vélo, de ton scooter ou de ta trottinette, c'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est assez limité quand même comme choix, comme une adaptation à tes besoins. Tu peux pas voler, dommage. Tu peux pas, voilà, il y a plein de choses, tu peux pas, t'as rien pour te faire te déplacer sous l'eau de manière sûre et simple et légère. C'est vrai, une trottinette pour aller sous l'eau serait génial. Par contre, Internet, lui, facilite un nombre d'activités absolument considérable. Je vous dis, ne serait-ce que votre mémoire, mais toute la comptabilité, toute la gestion, toutes les annuaires, tous les agendas, toutes les listes, toutes les anticipations. Dans une entreprise, on se sert dans la planification, toute forme de planification se sert en permanence d'Internet et de l'ordinateur. Sans parler du fait que, dans l'ordre de l'achat, on est tout doucement en train de basculer dans le fait que toute une partie de l'économie se passe par le biais de l'assistant d'existence et de gestion, d'ailleurs, que constitue Internet. Donc, quant à nous-mêmes, ce que ça change, c'est que nous vivons désormais avec une prothèse technologique intégrée. Alors, nous n'en avons pas conscience, c'est vraiment le génie de la chose, mais elle est là. On ne voit qu'elle est là que quand elle nous manque. Faites un petit stage de 15 jours sans aucun système de communication par biais que le téléphone filaire, et l'écriture. Faites ça un mois. Vous verrez, ça ne fait pas pareil après. La deuxième chose, c'est que dans notre relation à l'autre s'installe une médiation permanente. Donc, nous prenons l'habitude que nous contactons plus souvent nos semblables, il faut espérer de manière moins intensive, qualitativement, mais nous contactons de manière plus fréquente nos proches par le biais de ces médiations qu'en direct. C'est quand même très original. Il y a 20 ans, oui, les ados, filles, revenant chez elles après avoir passé la journée à l'école, appelaient pendant 1 heure la copine qu'ils venaient de quitter 5 minutes avant. Mais bon, il y avait que les filles, déjà, puis qu'il y avait qu'à l'âge de l'adolescence. L'âge adulte, c'est un peu moins qu'1 heure, la copine que tu viens de quitter. Mais là, c'est tout le monde. Je vous dis, demandez-vous, vis-à-vis de quelqu'un qui n'habite pas dans votre ville, combien de fois vous l'avez dans la dernière année contacté par mode de SMS, de téléphone, de photos transférées et de mail, par rapport à la fois que vous l'avez vu, et regardez quel est le poids respectif que joue dans votre mémoire l'un et l'autre. Mais même des gens qui habitent dans la ville. Et puis, c'est l'autre chose, c'est de se dire, mais au fond, moi je fais ce test, faire ça avec des jeunes. Je me dis, mais dans tous les animaux dont tu as l'image, quels est ceux que tu as vus? Les poules, même pas sûr. Les cochons, sûrement pas. Les chiens, oui. Les chats aussi. Et après, les vaches, je suis quand même en train. Les vaches, les moutons. Il reste quoi? Les chats. Oui, on a déjà dit les chats. Les souris, tu parles. Mais par contre, alors eux, les dinosaures, ils font des conférences de 3 heures sur les dinosaures. Tous les lions, les tigres, enfin tous les félins, ils sont même jamais, il y en a plein, ils sont jamais allés au zoo de leur vie.
S'ils avaient été au zoo, ils auraient moins cru les images qu'on leur a montrées. Il a l'air moins reluisant que King Kong, le singe, dans le zoo. Voilà, donc c'est pour dire, c'est tout bête, hein, mais même faites un effort. Je vous dis, quel est ce qui relève de l'image, hein, voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, c'est pas un médiateur obligé, mais on a presque quand même, vous voyez, la manière de connaître, d'être informé aussi. Le nombre de choses, vous savez, c'est, dis-tu ça toi-même ou bien est-ce qu'un autre te l'a dit? 99% de ce que je répète, personne ne me l'a dit. C'est Internet qui ne me l'a pas dit parce qu'il ne te parle pas Internet. Qu'est-ce que je sais de manière directe par quelqu'un qui a vécu les choses? Qu'est-ce que je sais par expérience directe? Qu'est-ce que je sais par expérience parce que quelqu'un d'autre m'a dit qu'il avait vécu cette expérience? Et qu'est-ce que je sais ou crois savoir? Par le biais de l'information. Et quelle place ça a dans mes décisions? On va prendre un exemple brutal et récent, les élections présidentielles. Vous savez quoi de manière directe? De M. Fillon, de Mme Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en savez de manière directe? Mais rien du tout. Enfin, sauf si vous avez la chance de les rencontrer. Hein. Voilà. Et donc, c'est très significatif. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui les connaît personnellement? Donc, vous dites quoi? Je répète ce que tout le monde dit, plutôt de gens qui pensent un peu comme moi. Ça, c'est sûr, c'est vachement utile. Hein. Puis c'est vachement intelligent, surtout. Et à la fin, ça te donne un discernement sur le vote absolument remarquable. Hein, bref. On a toujours fait des commentaires stupides sur les autres, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je parle de la distance par rapport au réel. Voilà. Donc c'est le deuxième élément. Par rapport à l'autre, il y a des éléments de médiation permanente. Alors par rapport aux autres, il y a un nouvel espace de rencontre, qui est un nouvel espace socio-économique, un espace politique qui s'appelle Internet. Facebook, c'est quoi? C'est un espace non physique. Bizarre d'ailleurs. C'est un lieu de socialisation, Facebook. Tu rencontres plein de gens sur Facebook. Ou sur LinkedIn, si c'était plus sérieux. Tu rencontres d'ailleurs souvent personne, hein, mais c'est pas grave. Voilà, et donc, mais c'est malgré tout un espace de socialisation, parce que c'est une socialisation qui ne vit pas la rencontre, mais qui malgré tout a des informations les uns sur les autres. Voilà, donc ça change ça. Et puis alors ça change beaucoup plus radicalement encore, hein, notre relation au monde, parce que c'est la représentation du monde qui domine sa réalité, pour faire court. Aujourd'hui, la représentation que nous avons des choses, c'est une vieille maladie, hein, c'est celle qu'a dénoncé Platon, mais nous sommes dans un monde qui, Internet favorise le fait que la représentation se substitue progressivement à la réalité. Tu dialogues aussi passionnément au téléphone ou avec la personne sur l'écran que si elle était là. C'est bon signe, bien sûr. Donc bientôt, tu pourras discuter avec quelqu'un qui est mort depuis 15 jours, pourvu qu'il ait préenregistré comment ça s'appelle, un message interactif qui se réadapte en fonction de ce que tu veux entendre. Vous savez, ça arrive régulièrement. Tu décroches ton téléphone et on te dit allô? Oui, ici Jacques, enfin plus exactement son répondeur en fait. Mais les gens, ils n'ont pas de peur à te dire oui, ici c'est Jacques, vous pouvez me laisser un message. Non, c'est pas Jacques donc. Alors quand tu t'es fait avoir une fois, tu sais que tu vas pas tomber sur lui, mais. C'est des petits exemples, hein, mais c'est juste pour dire voilà que. Alors, qu'est-ce qui a favorisé cet Internet? D'abord, il a accéléré de manière considérable tout un nombre de choses qui sont tout à fait bénéfiques. L'accès, la possibilité d'accès et d'utilisation de l'information. Ça a par exemple l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus difficile de raconter des bêtises aux autres s'ils ont le moyen de le savoir par ailleurs. Donc en gros, tout ce qui peut se savoir se sait, et donc tout ce qui peut se savoir se sachant, ça fait que ta capacité de raconter des histoires à l'autre, ou de maîtriser, d'exercer le pouvoir par donne d'information est plus difficile. Au passage, il y a des informations qu'on n'a toujours pas, c'est qui tu es. Ça, c'est toujours pas. C'est pas possible de le mettre. Par contre, ce que tu as mangé hier midi, on peut savoir. En trouvant par géolocalisation où est passé ton téléphone, dans quel restaurant tu t'es arrêté, en se renseignant de savoir quel était le menu du jour, en connaissant tes choix habituels et en voyant combien tu as dépensé.
Voilà, donc l'accès à l'utilisation de l'information, c'est gigantesque. La deuxième chose, c'est la possibilité de synergie ou d'efficacité collective qui a considérablement été augmentée. C'est évident. Aujourd'hui, tu peux mobiliser 50, 100, 1000, 2000, 3000, 20 000 personnes beaucoup plus facilement que tu ne l'aurais fait hier, ou les informer. Donc il y a une possibilité, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, aussi bien pour appeler au meurtre comme la radio d'Émile Colline à Kigali, ou voilà. Et donc cette connexion ou cette synergie potentielle est énorme. D'où le sentiment que Internet nous permet d'être plus solidaires, d'être plus interdépendants. Ça augmente la conscience que nous sommes dépendants les uns des autres. Et la troisième chose qu'a provoqué Internet, c'est d'avoir un espace-temps intermédiaire, enfin second, dans lequel les choses vont beaucoup plus vite que dans l'espace-temps réel. Puisqu'aujourd'hui, comment dire ça, l'information fonctionne à la vitesse de la lumière, mais la connaissance va toujours aussi lentement. C'est-à-dire que tu ne comprends pas plus vite qu'hier, et tu as beaucoup plus d'infos. Et donc c'est très bizarre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me donne un accès, une forme d'accès extrêmement rapide, mais qui tout d'un coup ne va pas du tout plus vite. D'accord ? Encore une fois, vous pouvez instantanément avoir votre belle-mère au téléphone et sur écran. Ça ne veut pas dire que vous savez mieux ce qu'il faut lui dire. Si elle a Alzheimer, ou si je ne sais pas trop quoi, ou si c'est quelqu'un qui vous a des problèmes. Vous voyez, il n'y a pas moyen l'espace-temps qu'a créé Internet est un espace-temps d'accélération des processus matériels. Absolument pas d'accélération de la compréhension, ni d'accélération de la relation, ni d'accélération du mûrissement des personnes. C'est simplement une accélération des processus matériels. Tu es arrivé plus vite en TGV d'Avignon à Paris aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Ça, c'est sûr. Mais si tu ne sais pas ce que tu viens y faire, c'est pas d'y aller plus vite qui va t'aider à mieux le savoir. Plutôt l'inverse. Tu as le temps d'y réfléchir quand tu vas lentement. L'instantanéité n'a pas que des avantages. Or, l'espace-temps qui est Internet est un espace-temps de l'instantanéité, qui annule les distances et les délais, en apparence. D'ailleurs, ça s'aperçoit que la réalité ne correspond jamais fondamentalement à toutes les informations que tu as sur elle. Tu as beau avoir toutes les photos de M. Fillon ou du pape François, avoir écouté des discours et des vidéos et tout, normalement, si tu es un peu dans tes chaussures, le jour où tu le rencontres, tu vois bien que c'est autre chose. C'est quelqu'un, pas l'image. L'image, c'est pas quelqu'un. Ça ne te dit pas qui c'est. Voilà, donc il y a un mystère de la rencontre directe, le présentiel, comme on dit, de manière un peu barbare, que rien ne remplace. Alors, il y a aussi ce que j'appellerais des faux progrès ou des paradoxes d'Internet. D'abord, on parle, vous savez, de dématérialisation. Ça dématérialise rien du tout, ça surmatérialise Internet. On va prendre un exemple simple. Quand tu écoutes ton CD de musique classique ou de musique rock, ça m'est complètement égal d'ailleurs, ce que tu entends n'a jamais existé. Jamais. Enfin si, ça existe parce que tu as ton espèce de machin électronique qui sort un son par le biais des haut-parleurs. Mais il n'y a aucun violon, il n'y a aucune batterie, il n'y a rien du tout. Il y a juste un espèce de machin qui vibre à cause des effets électromagnétiques. Donc déjà, la réalité, elle est disparue. Deuxièmement, même le type de son qu'il y a là, il n'a jamais existé parce qu'il a été renumérisé. Et on a éliminé le type qui tousse dans le concert, les notes qui ne sont pas tout à fait au bon endroit. Voilà. Vous savez peut-être ça, on remet tout le monde joue juste sur un CD. Sur un disque vinyle, non. Et alors dans le réel, pas du tout. Et donc, tu n'as pas de dématérialisation. C'est comme si c'était du spirituel, une espèce comme si c'était une qualité. Ça n'augmente rien à la qualité d'être numérisé, ça la diminue, puisque tu es réduit à ce qu'on peut numériser. Or, la numérisation d'un son le reconstitue moins bien, du point de vue de ce qu'on appelle le timbre en philosophie, c'est-à-dire la qualité propre, que sa transposition analogique, par le biais d'une gravure. Parce que le son, il est vibratoire, pas le chiffre.
Et donc, il y a une surmatérialisation, puisqu'il y a tout bêtement, hein, il y a une réduction de la réalité à ce qu'il y a de numérisation, de numérisable en elle. Donc, ça veut dire qu'on est encore plus dans le matériel. Deuxièmement, le deuxième paradoxe, c'est la simplification. En fait, ça te simplifie la vie en la réduisant, mais ça ne la simplifie pas du tout. Le but de tous ces systèmes-là qui est censé nous pourvoir Internet, c'est quand même de nous simplifier l'existence. Sauf que pour pouvoir simplifier l'existence des individus que nous sommes, ça réclame un système complexe. C'est compliqué un programme. Le programme de vente de billets est beaucoup plus compliqué que d'apprendre à quelqu'un à vendre des billets à un guichet. Parce que la personne qui vend, elle n'est pas obligée d'avoir en mémoire instantanée toutes les possibilités de ce que tu veux. Oui, la chose n'est pas faite de la même manière. Et pour faire beaucoup plus simple, en fait, un programme est d'autant plus efficace pour être efficace, c'est qu'il est complexe. Et plus un programme est complexe, et plus il réclame un programme complexe pour gérer sa complexité. C'est-à-dire qu'en gros, plus on avance dans l'informatique, et plus les programmes sont compliqués. Et à la fin, tu t'aperçois qu'il te simplifie une partie de l'existence, mais il t'en complexifie une autre. Parce que, même chose, te donner la possibilité d'acheter instantanément un billet, c'est très bien. Sauf que si ton ordinateur plante juste au moment où tu achètes, tu as acheté ton billet. Quand tu arrives à un guichet et tu dis au monsieur, je voudrais un billet, tu le payes, la personne, tu ne peux pas revenir 5 minutes après en disant mais en fait je ne voulais pas payer. Si vous me l'avez payé, ou inversement, vous ne me l'avez pas payé. Si, je voulais payer. Non, tu ne me l'as pas payé. Alors que le réseau, il n'en a rien à faire. Il te dit tu n'as pas payé ou tu as payé, tu n'as aucun moyen de vérifier. Tu ne peux pas savoir si, tant que tu n'as pas reconnecté Internet, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne maîtrises pas la traçabilité de ce que tu es en train d'opérer. Tu ne sais pas qui tu as informé au passage sur ce que tu es en train de faire. Et donc la différence, c'est que dans un cas, nous entrons dans un environnement humain dont nous avons une connaissance intuitive et d'ailleurs en partie inconsciente. Dès que nous sommes face à une reconstitution de réalité par biais d'images à l'intérieur d'un système informatique, dans un espace matériel dont nous n'avons aucune intelligence. Donc en gros, ce qui fait semblant d'être humain et d'être simple est extrêmement compliqué et pas du tout humain. Vous savez, c'est Siri, vous n'avez pas vu ça, c'est le petit assistant. Tu poses des questions, il te répond. Ça arrive en France, hein. J'expliquais tout à l'heure que j'avais un ami qui habite aux États-Unis, alors il a une boîte comme ça là. Tu peux interviewer Google. Alors Google, quels sont les pronostics des élections présidentielles françaises? Et Google te répond en direct. Il y a des moments où il ne sait pas. Hein. Quand tu t'embêtes, au moins tu as quelqu'un qui parlait. Deuxièmement, je vous le disais tout à l'heure, Internet semble nous donner accès à la connaissance, et il ne nous donne pas du tout accès à la connaissance, mais il nous met en état de surinformation, qui, comme tout le monde sait, peut être un ralentissement considérable à la connaissance. Parce que tu n'as pas d'hiérarchisation dans Internet. La hiérarchisation, elle est liée à la fréquence de consultation des pages, ou à la consultation de certains individus qui sont chargés de graduer la pertinence des réponses. Mais encore une fois, il ne te donne pas du tout d'accès à la connaissance. Moi, je le vois quand on sait se servir d'une bibliothèque universitaire, rien ne remplacera jamais une bibliothèque dans Internet. La recherche d'une recherche bibliographique sur Internet est quand même d'une bêtise absolue. Tu ne peux pas comprendre la cohérence de ce truc-là. Alors que quand tu as vécu tu as pratiqué une bibliothèque pendant une dizaine d'heures, tu sais exactement quelle est sa classification et tu comprends. Et puis même, tu arrives par le biais du recoupement des livres et de dates auxquels ils sont les uns les autres. En fait, tu arrives au bout d'un instant à trouver quel est le livre fondamental sur le sujet. Sur Internet, ça te prend à peu près 6 ou 7 fois plus de temps. Pour dire que Internet n'a pas pour but de favoriser la compréhension intelligente des choses, mais de favoriser l'accès à l'information sur tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Troisièmement, la question de savoir si Internet est un assistant ou un aliénant, c'est une question grave. Je pense que c'est un assistant qui t'aliène. Parce que les aliénants ne sont pas assistants, mais les assistants peuvent être aliénants. Tout le monde sait que quelqu'un qui te sert peut finir par prendre le dessus sur toi. S'il arrive à te convaincre que tout ce qu'il te propose, c'est ce qu'il y a de mieux, que c'est même plus intelligent que ce que tu aurais aimé faire toi-même. Vous savez, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Et là, elle fonctionne parfaitement avec l'assistant. Deuxièmement, la question est de savoir est-ce que l'Internet est un outil de convivialité, autrement dit, est-ce que
c'est Internet qui s'adapte à nous, est-ce que c'est nous qui nous adaptons à Internet? Je dirais qu'Internet est un convivial dictateur. C'est parfaitement dictatorial. Absolument aucune marge de manœuvre. Et d'ailleurs, celle que tu aurais, qui est de prendre un système ouvert qui ne vient pas de Microsoft, personne ne le fait, sauf quelques geeks qui savent se servir d'Ubuntu et autres. Oui. Enfin, mais ça n'est pas rien, normalement le philosophe dit tout outil est neutre. Le propre d'Internet, c'est que ça n'est pas un outil, c'est un système d'outils. Et ce n'est pas simplement un système d'outils, c'est un système d'outils profilé, selon une logique culturelle qui est celle de favoriser essentiellement les échanges informationnels, l'économie mondialisée, la consommation de masse, et la prévalence du modèle occidental, mécaniquement. Et donc, ce n'est pas neutre. Google n'est pas neutre. Orange n'est pas neutre. Microsoft n'est pas neutre. Apple, on le sait depuis longtemps, n'est pas neutre. Internet n'est pas neutre. Internet, c'est un outil de colonisation planétaire, je trouve ça clair. Formatage des esprits, de modalités d'existence, sauf pour celui qui a la puissance d'autonomie, de pensée, de distanciation et l'accès à la connaissance lui permettant de remplacer vous voyez, l'extraordinaire simplicité apparente de cet outil, qui a du temps en plus pour aller à la gare acheter son billet à chaque fois. Alors, derrière les enjeux, c'est que l'ensemble de cet outil, qui est un outil par ailleurs remarquable, quand il s'agit, encore une fois, de gérer des systèmes matériels, comprenez bien, plus on est dans l'humain, moins cet outil est neutre et positif. Plus on est dans le matériel, et plus il est efficace et utile. Puisqu'il ne répond à l'humain qu'en s'adaptant à ses manières les plus communes de faire. Internet ne s'adapte qu'en apparence à ce que vous êtes. Internet s'adapte à vos habitudes. Et donc, ça veut dire que pour prendre philosophiquement, Internet est fondé sur le lien entre l'efficacité et la vraisemblance. C'est pas seulement efficace, Internet. Son efficacité se double d'un monde qui est celui de la vraisemblance. Je vous parlais de monde imaginaire. Hein. Ce monde imaginaire d'Internet, il est très impressionnant parce on est en permanence dans la vraisemblance. On a vraiment le sentiment que on rencontre les autres, on est allé faire des courses, on a acheté avec discernement, on est informé de manière correcte, on maîtrise le sujet. Oui. On est dans le vraisemblable. On n'est jamais dans le vrai. Platon dirait, on est dans une hyper-caverne. Vous voyez ce que vous vous souvenez de la caverne de Platon, hein? Que les gens sont... Platon dit, les humains voient des images et pensent que c'est le réel, sauf qu'ils ne savent pas que c'est des images, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans une caverne, et que ce qu'ils voient et qu'ils croient être le réel n'est que l'ombre projetée des gens qui passent sur le chemin qui est derrière eux. Très beau comme image. Donc tu confonds les réalités dont ce sont les ombres chinoises avec les ombres chinoises. Tu crois que les ombres chinoises sont la réalité. Et voilà, la parabole platonicienne, elle est totalement vraie. C'est que je risque de croire que tout ce que me projette Internet de simulacre de la réalité, mais doublé d'une véritable cohérence, comme les images d'ailleurs de Platon. Et c'est la différence avec Platon, doublé d'une véritable efficacité, parce que chez Platon, les ombres, elles ne vont pas venir faire quelque chose. Alors que là, les simulacres sont efficaces. Quand tu tapes ton horaire et que voilà, à la fin, tu as vraiment un billet, tu as vraiment un droit de circuler, c'est-à-dire tu as vraiment payé. Si tu vas regarder ton compte. Enfin, en fait, tu n'as rien fait réel, mais c'est aussi très impressionnant. Est-ce que tu as payé? Ton compte a été débité, comme on dit. Tu n'as rencontré personne, tu n'as établi aucun contrat avec un individu, mais on aurait dit tacitement que parce que dans les petites notes illisibles, parce qu'il faudrait prendre 3 heures pour lire tout ce que t'explique la SNCF sur ce que tu es en train de faire, tu achètes un billet d'ailleurs dématérialisé, c'est encore plus simple. Enfin, c'est très impressionnant à la fin. Donc on est dans le vraisemblable, et c'est parce que tout le monde en y croit. Si tout d'un coup vous aviez des gens qui se mettaient à considérer, si on arrivait à démontrer que ce n'est pas valable légalement, parce que si tu n'as pas psychologiquement, moi je rêve de trouver un juriste qui se penche là-dessus,
Si tu es dans un contexte dans lequel la manipulation psychique s'exerce sur toi de manière telle que tu n'as pas la possibilité réelle de lire le contrat qu'on t'oblige à signer, n'y a-t-il pas ce qu'on appelle un dol, un abus de pouvoir? À ce que je sache, le type qui était connu ivre-mort et qui a signé en bas du contrat pour monter dans un bateau, qu'on l'a monté d'ailleurs à moitié sous et qui se réveille en pleine mer, quand même, revenu à terre, il peut faire un procès à l'autre s'il revient vivant. D'accord? Là, c'est cet ordre-là. Quand tu vois tout ce qu'il faut lire avant de pouvoir... C'est écrit en minuscule d'ailleurs, c'est un système d'agrandissement. Oui, donc c'est... Voilà. Simplement pour vous dire que voilà, nous avons décidé collectivement de faire confiance à cet outil parce qu'il était beaucoup plus utile qu'il n'était nuisible. Cet outil ne respecte absolument pas nos libertés individuelles puisque Google et tous vos serveurs savent absolument tout ce que vous mettez dans vos mails et tout ce que nous mettons dans nos téléphones et tout ça est parfaitement en accès, est parfaitement utilisé. Voilà. Mais, je reprends à quelqu'un qui me dit, mais oui, tout ça, on le sait parfaitement, mais on n'a absolument pas les moyens de s'embarquer dans une bataille juridique que de toute façon personne ne gagnera. Voilà. Donc c'est juste pour dire, on est dans ce que Jean Baudrillard appelait l'ère du simulacre. Donc les simulacres sont efficaces et jouissifs. C'est la raison pour laquelle nous leur accordons si peu de discernement précis sur l'utilité et l'inutilité, sur les fonctions humanisantes et les fonctions déshumanisantes, sur les dimensions favorisant un cheminement de l'homme vers lui-même et au contraire l'en détournant radicalement. Donc vous comprenez, pour moi, c'est simple, cet outil réclame un travail permanent d'apprentissage de ce qui se passe et de discernement. Et si on n'a pas le temps, au moins on assume qu'on ne discerne rien. C'est exactement comme si tu roulais à 180 km/h dans les ruelles de Grenoble avec une visibilité faible et que tu assumes le fait que tu risques de percuter un piéton ou d'avoir une amende. Tu assumes, parce que tu arrivais plus vite d'un point à l'autre de la ville. Voilà. Alors, qu'est-ce qui permet de s'ancrer précisément dans un lieu qui permette un discernement et une lucidité favorisant un usage approprié de tout ce qu'il y a de génial dans ces outils et d'évitement ou de distanciation à l'égard de tout ce qu'il peut y avoir de pervers dans l'usage de ces outils. C'est un peu, vous savez, comme l'usage des motos. Tu dois passer ton permis moto. Tu ne peux pas passer ton permis moto à 14 ans. Tu n'as pas le droit de conduire une BMW 1000 cm3 à 14 ans. Tu n'as pas le droit de consommer du whisky quand tu as 16 ans en France. Tu as le droit de te vendre du whisky. Il y a des raisons. Parce que tu es plus raisonnable à 18 ans qu'à 16 ans quand il s'agit de boire du whisky, tu es encore plus débile. Tu es plus prudent quand tu te sers d'une moto 1100 cm3 quand tu as 22 ans que quand tu en avais 14. Pas nécessairement. L'âge adulte est plutôt un naufrage qu'une amélioration de la conscience heureuse, à tout choisir. Non mais c'est vrai, parce qu'il y a encore une fraîcheur d'esprit, un courage du discernement, peut-être une part d'illusion quand on est jeune, qu'on perd après. Et c'est bizarre pour Internet, non? Tu as le droit de circuler avec, à des vitesses absolument phénoménales, avec des prises de risque phénoménales, et d'ailleurs, on sait bien que tu n'as absolument aucun moyen d'empêcher qui que ce soit de contourner les quelques firewalls que tu as mis, enfin, je parle de tes enfants, pour faire face à des choses bien plus graves et bien plus dangereuses qu'une voiture ou une moto qui roule vite. Voilà, et donc ce discernement, il réclame qu'on soit ancré dans un ailleurs. Dans un ailleurs, d'ailleurs, qui est ici. En sachant qu'Internet, lui, il n'est jamais ici, il est partout, mais il n'est pas là. Et donc, il me semble que les enjeux, c'est le retour à la présence. Le retour à la présence, ça va être le retour à la rencontre. Identifier comment la rencontre humaine, en face à face, n'est jamais remplaçable par aucune médiation. Ou alors, la médiation d'une personne. La seule médiation qui favorise la rencontre, c'est la rencontre d'une personne entre deux autres personnes. La lettre peut préparer la rencontre. La lettre peut favoriser la rencontre. Mais encore une fois, rien ne remplace la rencontre. Se contenter de se rencontrer par lettre, c'est contenter de se rencontrer dans l'image qu'on essaie de donner involontairement à l'autre et l'image qu'on en perçoit. Vous voyez bien, le risque, c'est que nous ne rencontrions plus personne, y compris les gens avec qui nous sommes en face à face. Vous voyez, qu'on ne soit plus que dans un phénomène de jeu. Parce qu'au bout d'un certain temps, dans cette espèce de monde imaginaire, tu es dans le jeu permanent, dans le jeu de rôle, quoi.
mais le jeu de rôle devient une deuxième nature. Déjà, c'est la deuxième nature, enfin c'est la nature pathologique de l'adulte de jouer un rôle, parce que n'a pas l'enfant ni le vieillard qui va mourir bientôt. Mais évidemment, Internet favorise le fait d'être dans un espèce de grand jeu dans lequel chacun joue un rôle, peut jouer en plus plusieurs rôles. Voilà, et donc c'est la première chose, la rencontre, et notamment dans la rencontre, la présence. La deuxième chose qui va avec ça, c'est le bénéfice de la lenteur et de l'inertie. On n'a pas réussi à faire moins de 9 mois pour fabriquer un enfant jusqu'au bout, et on n'arrive pas à faire moins d'un certain nombre d'années avant d'avoir une maturité dans le discernement des choix personnels. Voilà. Et on n'arrive pas à réduire le nombre d'années avant d'acquérir la vertu de force, la vertu de courage, la vertu de tempérance. Les phénomènes vitaux ne sont pas raccourcibles. Ils sont, au regard de l'espace-temps rapide là, qui est Internet, lents et difficiles, mais profonds et structurants. Voilà, et donc il y a tout un mouvement autour de la lenteur précisément. On a besoin de faire du tai chi pour être lent. Il suffit juste d'avancer au rythme de ce que notre corps nous indique, pas au rythme de ce que nos idées nous suggèrent. Voilà, et donc on est, j'allais presque dire, Internet nous invite, plus que nous ne l'avions jamais fait, en fait, à sortir de nos têtes pour descendre dans le réel. Une espèce de... Vous voyez, Internet, c'est comme, je dirais, l'overdose du cartésianisme. C'est-à-dire qu'en gros, Descartes, c'est de penser en fonction des projections mentales. Là, on est dans les projections imaginaires qui sont, vous voyez, qui sont en plus efficaces. Donc, c'est beaucoup plus satisfaisant de ne pas avoir à faire d'efforts d'abstraction, d'arriver à manipuler des signes de manière ludique, de manière telle qu'en fait, on arrive à maîtriser la réalité. C'est ça le mythe d'Internet. Or, précisément, plus je m'aperçois que rencontrer quelqu'un, ça me réjouit, ça me remplit de plaisir et de bonheur, d'autant plus profondément que ça n'est pas resté à la superficie de l'image. Vous voyez que c'est quelque chose comme un processus de capillarité lente, de transformation imperceptible au début. Aristote dit, pour que quelqu'un devienne mon ami, il faut que j'ai pris suffisamment de repas avec lui, de manière telle que nous ayons usé ensemble une demi-livre de sel. Même en salant beaucoup, ça fait pas mal de repas. Avec cette lenteur, cette inertie, il y a l'intelligence créative. La virtuosité peut être précoce, l'intelligence créative pas. Ce que Mozart a composé quand il était jeune n'a pas la maturité de ce qu'il a composé sur la fin de sa vie. Même si la virtuosité musicale chez lui était précoce. C'est autre chose que la maturité. Et donc l'intelligence créative, voilà, qui en plus est ce qui nous permet aussi bien de... Vous voyez, c'est ce qui nous permet de sortir des stéréotypes, l'intelligence créative. C'est ce qui nous fait comprendre que chaque jour est différent, que chaque situation est différente, que chaque personne est différente et que finalement, rien ne se répète jamais dans l'existence. Même pas la couleur de mes chaussures, parce que selon la lumière du jour, elle n'est pas la même. Et donc, voilà, cette espèce de capacité, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, Internet, il nous réduit au standard, à la caricature de nous-mêmes. Alors que l'intelligence créative sait se servir d'Internet sans le laisser se servir d'elle. Derrière, si on continue à descendre dans les catégories de l'expérience humaine qui sont à mettre en jeu, c'est ce que j'appellerais le lien entre l'incertitude positive et l'improvisation. On n'improvise pas si on n'est pas capable d'assumer l'incertitude. D'accord ? Quand vous avez... Enfin, c'est très simple d'ailleurs. Si votre GPS vous dit tout droit, tu tourneras dans 4 km à droite, puis vous le dit de manière sympathique et injonctive, vous n'allez pas vous arrêter si tout d'un coup c'est joli et qu'il faut tourner à gauche dans un truc qui n'est pas prévu par le GPS. Ou alors vous allez devoir faire un choix héroïque. Mais quand vous n'aviez pas le GPS pour vous dire quand vous alliez devoir tourner, ben vous pouviez vous donner cette liberté. Il y en a qui ne se la donnaient pas d'ailleurs. Hein. C'est pour dire que parce que bien sûr que si nous recourons à Internet, c'est pour avoir une vie, d'avoir une complexité de l'existence mieux maîtrisée. Et derrière, c'est parce qu'on pense que ça nous sécurise. Or, l'incertitude, vivre dans l'incertitude, c'est s'apercevoir que la non-sécurité est la condition de la prise de risque.
Plus tu veux te sécuriser, moins tu prends de risques. Moins tu prends de risques, plus tu travailles sur ce qui est certain, plus tu travailles sur ce qui est certain, plus tu t'enfermes dans la caricature de toi-même et tu bouges plus. Donc à 20 ans, tu t'installes déjà dans ton profil de vieux. Là, tu es sûr que tu as un boulot, tu es fonctionnaire, c'est possible, tu as un boulot à vie, tu es tracé à vie, tu limites ton existence, alors tu as de temps en temps une petite folie, tu vas boire une deuxième bière, ou dire, sourire à quelqu'un que tu n'as jamais associé, comment elle s'appelle, à Amélie Poulain, c'est-à-dire que comment faire du microscopique médiocre une aventure formidable. C'est pathétique, Amélie Poulain. Comment l'aventure, c'est que tu vas sourire peut-être à une personne dans la journée. Ça va bien, ça. Je comprends quelqu'un qui est profondément neurasthénique, gravement atteint psychiquement, et sorti de dépression, se fixe comme premier objectif d'arriver à sourire à quelqu'un. Mais se faire comme aventure de l'existence, le fait que c'est extraordinaire comment dans le petit millimètre des quelques relations que j'ai peuvent se vivre des aventures formidables, il se vit d'ailleurs dans l'histoire en question rien du tout. Elle est très émue d'elle-même, pas tellement des gens qu'elle croise, de l'effet qu'ils ont sur elle, qui est un effet que provisoire d'ailleurs. Enfin bon, bref, je ne vais pas m'attarder sur Amélie Poulain, j'ai rien contre elle, mais c'est pour dire que je me dis, c'est la forme contemporaine de l'aventure microscopique, quoi. L'incertitude et l'improvisation, ça fait partie en fait de la vie humaine à l'état naturel. Derrière, c'est le lien entre fragilité et innovation. Tu inventes, tu crées du lien, de la relation, de la confiance, de la sécurité, de la paix, mais de la sécurité à cause de la confiance, et pas d'abord en préalable en te méfiant de ton voisin, qu'en assumant le fait que le fond de la vie humaine, c'est que la vie est liée à la fragilité, que la vie est innovante précisément parce qu'elle est fragile, c'est-à-dire qu'elle n'est pas certaine. Donc il faut qu'elle s'invente. Voilà. Ça veut dire que ça met en lumière le fait que... Donc vous voyez, ça c'est les endroits clés. Ensuite, ça se met en œuvre comment ? D'abord dans les relations interpersonnelles, parce que la relation interpersonnelle est un lieu de vérification très 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 rapide et très très étonnante du côté un peu infantile qu'on a dans l'usage de ces outils. Regardez, en famille, très vite on voit bien que papa, maman et chacun des enfants est un peu débile avec son truc là. Honnêtement, on se voit vite ridicule quand même. Et on voit bien qu'il y a un truc bizarre d'être complètement scotché. Puis en plus, quand tu vois le contenu, tu vois bien que ça passe de choses très sérieuses, de choses totalement débiles. Ça, comment vous dire ça ? Il faut le prendre avec humour, je pense. L'interpersonnel fait que ça permet de mettre à distance les dangers de prendre tout ça un peu trop au sérieux. Ça permet de remettre tout ça à la périphérie de nos existences. Par exemple, vous perdez votre téléphone. Je me souviens, la dernière fois, je ne retrouvais plus. Premier moment de panique, parce qu'il y a tous les gens qui... Puis deuxièmement, je me suis dit, mais au fond, alors c'était moins pour moi, parce que c'est pas que moi ça me gênait pas de plus avoir de contact avec tous les gens, mais c'est plutôt eux qui étaient... C'est que je n'allais pas pouvoir les retrouver. Donc, mais je suis dans un temps, mais au fond, ça ne change rien à ce qui est. Hein. Puis, de toute façon, comment dire ça, c'est complètement périphérique. La relation, elle n'est pas dans la machine. Hein. Tu perds le contact. J'ai perdu tous mes contacts. Attends qu'ils te recontactent, tu vas bien voir s'ils ont vraiment envie de te contacter. Voilà, mais sérieusement, la relation interpersonnelle et la famille peuvent être un lieu, je trouve, encore une fois, mais c'est pas facile. Régulièrement, parce qu'il y a toujours un qui risque de prendre ça au sérieux. Alors, pas dans tel domaine. Hein. Là, il se paye bien de la tête du tout le monde. Alors, il y a d'autres domaines, il ne faut pas rigoler. Ou bien parce que ça touche la vie professionnelle, c'est une bonne excuse, ça. Ou bien parce que c'est très important pour la relation avec telle personne, ça aussi, ça peut être facilement une excuse. Deuxièmement, je pense que de manière plus large, au-delà de la famille, c'est les formes de socialisation qu'on est en train de redécouvrir, c'est de s'apercevoir que d'avoir des voisins, ça peut donner lieu à un choix de bienveillance réciproque, qui finalement est bien plus rassurant que de s'enfermer dans son petit monde à soi. C'est-à-dire que qu'en gros, il faut recréer des réseaux de confiance entre les personnes, et que le grand enjeu politique, c'est pas tellement qui on va élire d'ailleurs, que de faire qu'on ait des raisons de vivre ensemble de manière qui soit plutôt positive que par peur que ça soit pire. Et donc, je pense que un espace social vivant relativise considérablement là aussi ces outils-là.
Mais vous voyez, ça implique un changement de mentalité. Ça implique par exemple de découvrir que l'information que tu reçois de quelqu'un qui a vécu quelque chose est infiniment plus précieuse que tout ce que tu pourras lire sur le sujet rapporté par des gens qui n'ont jamais vécu de ce dont ils parlent. Hein? Même si tu auras des informations moins exhaustives. C'est difficile ça, d'accepter ça. Nous rêvons tout le temps, c'est ce qu'a fait Internet, d'avoir une espèce de connaissance comme un hélicoptère, du réel vu d'en haut. Sauf que ça ne te donne pas la connaissance du réel. Je vous ai tous fait ça en avion. Hein. Quand on arrive au sol, on se dit que c'est bizarre, c'est pas tout à fait pareil que vu de là-haut. Que là, mon pouvoir a diminué, ma compréhension des enjeux. Alors on peut dire, mais c'était plus clair vu d'en haut. Non, c'était parfaitement illusoire vu d'en haut. Que croire que ce qui sépare telle chose de telle chose, c'est 1 centimètre, alors que sur le terrain, ça fait 3 km, le réel sait que ça fait 3 km. C'est pas que ça fait 1 centimètre. C'est ce que donne, c'est l'illusion de l'information que donne Internet, que donnent d'ailleurs souvent aussi les journaux. Autrefois, les journaux étaient reposés sur une information de première main par des gens qui avaient vécu et réfléchi personnellement aux expériences après avoir parlé à des gens compétents. Ça fait longtemps qu'on a quitté ce type de journalisme. C'est autre chose que d'aller interviewer avec une caméra au poing le premier zozo qui a vécu le truc et qui te donne son témoignage ému que tu prends comme la parole divine. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Ça s'appelle de la falsification totale de l'information par l'image. Tu as monsieur un tel qui en pleure et alors ça tient lieu de compréhension de l'événement. Qui veut dire d'ailleurs que tous les gens qui ont imposé cette mauvaise loi font tous pleurer les gens. Enfin, vous voyez, ça s'appelle de la rhétorique abusive. Ça veut dire que derrière, la clé, pour moi, collective, qui permet de développer la vie ensemble, hein, la vie sociale, permettant de remettre exactement Internet à sa bonne place, c'est de vivre l'aventure collective comme une incertitude apprenante. C'est-à-dire qu'en gros, ce que nous avons à apprendre, nous ne l'apprendrons pas ni de Wikipédia ni de Google. Ce que nous avons à apprendre, nous ne l'apprendrons que dans la fréquentation des humains avec lesquels nous vivons. La seule expérience apprenante, c'est celle que nous vivons en direct. Le reste, ça ne m'apprend rien, ça me fait savoir, ce qui n'est pas du tout pareil. J'ai de l'info, mais elle n'a pas de chair, cette information, donc je ne sais pas quoi en faire. Et donc, voilà, je finirai en disant que les enjeux d'Internet, c'est qu'il peut devenir un outil d'intelligence collaborative, comme on dit, et un outil de solidarité, un outil d'action dans la compassion, un outil de délégation à la machine de quantité de choses qui sont des prises de tête sur des choses inutiles et qui ne sont pas nécessaires, parce que c'est vrai que de pouvoir déléguer un certain nombre de formulaires, de logiques administratives, vous voyez, ou même de gestion de machines compliquées, c'est bien, c'est pratique d'aller chercher sur Internet qu'est-ce que tu fais quand tout d'un coup, je ne sais pas trop quoi, ta voiture là ne démarre pas et que ce n'est pas marqué dans le petit prospectus qui est censé t'indiquer les pannes principales. Donc il y a plein de domaines de nouveaux matériels où Internet est d'une aide considérable. La question, c'est vraiment de resituer ces réalités matérielles à leur juste place et que donc l'enjeu, pour moi, l'enjeu d'Internet, c'est de réclamer, sans qu'il le favorise de manière directe, hein, mais de réclamer l'émergence plus profonde d'une sagesse personnelle et collective dont il est clair que c'est ce dont nous avons besoin pour vivre ensemble demain. Voilà. Donc je pense que la vraie réponse à Internet, c'est une prudence de sagesse. Prudence de sagesse, c'est une prudence qu'on n'acquiert pas seul, qu'on acquiert appuyés les uns sur les autres, et qui consiste, au fond, à situer l'existence là où elle est vraiment, c'est-à-dire dans la relation entre les personnes, dans la créativité profonde, dans les prises de risques au service du bien, dans tout ce qui est, vous voyez, voilà. Et de considérer que tout ce qui peut favoriser ça est utile, mais en aucun cas ce qui est un outil ou un système d'outils ne peut prétendre me servir d'assistant d'existence, de régulateur de ma prudence et finalement de protecteur de mon futur. Je pense que l'enjeu, c'est de s'apercevoir que, j'allais presque dire, Internet ne nous protège de rien,
mais c'est un outil merveilleux qui réclame que nous ayons, que nous courions le risque de notre véritable existence humaine. C'est pas en vivant des vies parallèles, en essayant d'assurer notre vie par toutes les informations et je sais pas comment on dit ça, les organisations de nos existences que nous permettent Internet, que nous allons vraiment vivre notre existence. C'est beaucoup plus dans la relation personnelle et notamment dans les situations sur lesquelles Internet ne peut nous aider en rien du tout, c'est-à-dire au moment où on va avoir un enfant, au moment où on choisit d'épouser quelqu'un, au moment où il faut se séparer douloureusement de quelqu'un, au moment où il faut régler des conflits en dialoguant, au moment où il va falloir mourir, au moment où on a une maladie grave, au moment où on a fêté un anniversaire, enfin tout ce sur quoi, vous voyez, où il n'y a pas d'emprise possible. Je suis très sensible notamment au fait que, vous voyez ça pour les fêtes, vous savez, vous célébrez des mariages, c'est impressionnant comment Internet, qui vous met face à toutes les possibilités inimaginables, finit par vous standardiser les choses. Internet est le véhicule de mode. Alors que la vie humaine, dans les moments de fête, je ne peux pas la vivre. Voilà, elle est intéressante si je la vis autour des personnes, pas si je la vis autour de... voilà la bonne manière de faire. Il n'y a pas encore de tutoriel pour se préparer au mariage religieusement. Vous savez, ça viendra. On aura les 2 petits cadeaux parfaits qui vont voir monsieur le curé. On les aura en direct en vidéo pour savoir comment il faut faire, comment il faut entamer la discussion. À vous les questions. Je ne l'ai pas souligné au début, on est au début. Il y a des moins de 30 ans dans la salle. Une, voilà. Voilà. Donc tous les autres, on est trop vieux. On se le dise. C'est-à-dire que nous abordons la question à partir de nos référentiels et donc nous avons tendance à minimiser ce qui se passe vraiment et à ne pas voir à quel point le monde a véritablement déjà complètement changé. C'est normal, on a des arrêts sur image, donc on regarde le monde à la lumière du vieux. Si nous avons déjà la chance de ne pas dire que le vieux était bon et que le nouveau est mauvais, mais vous voyez, voilà. Quelqu'un qui a 30 ans ou moins est né là-dedans, et donc doit faire avec. Par rapport à Internet, je me posais la question du limité face à l'illimité, de la question de la nature humaine face à cette complexité d'informations et de réseaux. Est-ce que justement, c'est pas cette confrontation entre nos limites et ce entre guillemets illimité d'Internet qui pose vraiment une question de sagesse? On peut le voir dans l'éducation. Le problème de ne pas passer par le geste, ce qui est physique, pour apprendre, provoque des problèmes de développement des enfants. Et les problèmes d'addiction, les problèmes de gestion du temps, qui fait partie de nos limites, puisqu'il n'y a plus d'espace, mais le temps, on ne l'a pas encore écrasé. Et donc, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cette distance entre notre réalité et ce virtuel qui est à gérer? Alors, c'est la difficulté de la nature même d'Internet, ça. C'est-à-dire que si on avait des programmes, enfin, des ordinateurs déjà qui ne contiennent que ce dont nous avons strictement besoin, ceux qui vont s'en servir. Si ensuite nous avions la prudence ou nous avions un mode de régulation de l'usage d'Internet qui fait que nous n'accédions qu'à ce qui va vraiment nous servir. C'est-à-dire qu'on adapte véritablement cet outil dans ce qu'il a d'utile à ce à quoi il est vraiment utile. Le problème, c'est qui va décider ça? Il faudrait que ce soit la personne qui ait le courage de le décider, mais je dis pour ça, il faudrait qu'il y ait un discernement qui est très complexe. Parce qu'il faut qu'elle ait une compréhension d'elle-même dans son devenir. Voilà, et donc c'est vrai, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire permettre aux personnes de se comprendre elles-mêmes. Il faudrait qu'on ait des conseillers en usage d'Internet, des gens qui ne sont pas des psys, mais comme des coachs, qui nous aident à comprendre qui on est, où on en est, et quels sont vraiment les domaines dans lesquels on va avoir un usage utile de cet outil-là et dans quelle mesure, et à quel endroit ça sert strictement à rien. Le problème, c'est que le principe même d'Internet, je l'ai dit au début, c'est d'avoir misé sur le fait que tous les terminaux sont connectés de manière égale. Alors là-dedans, d'ailleurs, tout le monde n'est pas égal. Parce qu'il y a des gens qui savent bien mieux se servir des datas que les autres. Voilà. Et qu'il y a des gens qui savent très bien d'ailleurs se servir d'Internet dans le domaine dans lequel les autres ne s'en servent pas, c'est-à-dire dans l'Internet souterrain, celui qui n'est pas visible directement accessible sur qu'on appelle ça le darknet parce que ça se fait un peu peur et ça fait un petit peu ambiance.
C'est juste ce qui n'est pas directement accessible par une adresse IP classique. Voilà. Mais qui est tout à fait accessible pour tous les gens qui naviguent là-dedans, qui sont très nombreux, dans lesquels sont accessibles, tout ce qui n'est pas accessible, plutôt du côté du négatif d'ailleurs, mais aussi les informations Wikileaks ou autres, c'est là-dedans que c'était présent. Et donc, la difficulté, elle est celle-là, et qui est une problématique plus large de notre monde contemporain. Allons-nous collectivement renoncer à certaines libertés? Enfin, libertés entre guillemets. Allons-nous choisir de... Oui, c'est ça, c'est la question, c'est l'alcoolique anonyme. Suis-je capable de dire non, ça, je n'en suis pas capable? Ça, c'est trop pour moi. Je ne suis pas capable raisonnablement de le supporter. Très bizarre, ça. Une espèce d'égo, là. Or, on est dans un monde addictif, parce qu'il est fondé sur la société de consommation. Parce que fondé sur la société de consommation, il a développé l'image. Parce qu'ayant des outils de communication, il a surdéveloppé l'image. Et parce qu'au moyen d'Internet, il met désormais non seulement les images, mais toutes les formes d'imaginaire, les plus louables et les plus bisounours, aux plus crades et aux plus horribles, accessibles en permanence à tout le monde. Voilà. Donc la question, elle est de savoir, comme le principe suit de la liberté, et que personne n'a la possibilité de limiter ça, c'est ce que c'est de faire la Chine. Elle n'y arrive que très partiellement. Hein. Elle y arrive pour les gens qui n'ont pas encore un bon usage de l'outil. Je ne parle pas de spécialistes. Hein. Mais voilà, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas être un grand clerc pour contourner la manière dont la Chine essaie de t'empêcher d'arriver à avoir des infos ou autres. Parce que c'est le principe même aussi d'Internet, c'est que tu ne peux pas construire des barrières physiques. La muraille de Chine, ça n'existe pas en Internet. C'est le propre du numérique. Et donc c'est vrai que c'est plutôt, je comprends que la nature humaine, elle est plutôt effrayée devant le phénomène tentaculaire, irréversible et non annulable de cette espèce de mise en communication pour le meilleur et pour le pire de toutes les informations et de tous les imaginaires. Donc, je dirais, nous sommes rentrés en solidarité pour le meilleur et pour le pire. Occupons-nous du meilleur, mais apprenons à gérer le pire. Voilà. Et ça, oui, il y a quelque chose comme ça. Mais alors on peut le prendre avec un regard de sagesse en disant Internet pour le meilleur et pour le pire ne fait que rendre visible ce qu'est la solidarité humaine depuis toujours. C'est que nous sommes solidaires depuis toujours pour le meilleur et pour le pire. Voilà. La question est de savoir comment est-ce qu'il faut compenser le pire par le meilleur, ou est-ce qu'il faut apprendre à se servir du pire, enfin du dangereux, pour éviter le pire. Pour moi, c'est ça la vraie question. Internet nous oblige à vivre de manière prudente et dangereuse, ce qui est d'ailleurs le propre de la prudence. Parce que se protéger de ça, moi je vois même les familles qui ont essayé, hein. Alors oui, tu peux couper tout téléphone, tu peux retarder le moment où mais tu ne retarderas pas le moment où à l'école, un petit camarade, lui, va arriver avec son téléphone portable qu'il aura planqué dans sa poche. Donc tu peux limiter, on peut limiter, on ne peut pas sécuriser. Et donc, de toute façon, à un moment donné, il faut bien accompagner l'enfant ou le jeune dans l'apprentissage de la confrontation à ce monde ouvert. On ne peut pas revenir sur le libéralisme. La question, c'est est-ce qu'on va choisir de l'habiter par de la sagesse? Parce que la régulation du libéralisme, s'il ne se fait pas par la sagesse, ça s'appelle l'anarchie. Le libéralisme sans sagesse, ça s'appelle l'anarchie. Et la décadence. Parce que la liberté, si elle n'est pas régulée par de la prudence, tu finis par choisir uniquement ce qui te plaît, ce qui te plaît comme seul critère d'existence, ça finit par faire régresser tout le monde. Voilà, donc on est dans des vraies questions. Mais je ne vois pas de moyens techniques, moi. Même la vertu, ça ne va pas tout à fait suffire si elle n'est pas adossée à autrui. Parce que Internet ne te laisse pas tranquille. Hein. Personne, on peut, comment dire ça, c'est pas très difficile, si j'ai quelques problèmes avec l'alcool, de ne pas rentrer dans un bar. Il n'y a pas de l'alcool sous les fauteuils du métro, il n'y a pas d'alcool si c'est pas toi qui l'as mis dans ta chambre à coucher, il n'y a pas d'alcool dans un cinéma et dans une église. On ne te propose pas de l'alcool à tous les coins de rue. Pas plus que de l'herbe. Alors qu'Internet, où que tu sois, il te propose en permanence bien pire que de l'alcool. Et de l'alcool adapté à toi. Quand même, un des principes inconscients, involontaires d'Internet est une capacité de rendre addict tout le monde. Tout le monde a son domaine d'intérêt, sinon ce n'est pas une personne humaine. Et dès qu'on a un domaine d'intérêt, effectivement, ça n'existe pas les domaines d'intérêt dans lesquels Internet ne te fournit pas des informations.
Ça n'existe pas, les choses d'intérêt sur lesquelles on ne peut pas être informé. Sauf si tu ne t'intéresses qu'à l'essence divine, et encore. Voilà, et donc on ne peut pas l'éviter. La question, c'est comment lui faire face et comment apprendre à le maîtriser. Je pense personnellement que ça ne peut se faire que ensemble, voilà, à l'échelle des relations personnelles et collectivement. Donc c'est un beau défi, c'est pas facile. Oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire que le fait de se désintoxiquer quand on est addict, on ne peut pas l'aborder de la même manière finalement que les groupes qui permettent d'aider sur l'alcool, la drogue, etc. Parce que justement, je me demandais est-ce qu'il y a des expériences, ou est-ce que vous connaissez des expériences réussies qui ne sont pas justement de la désintoxication en mode je coupe tout et je me mets en cold turkey, comme on dit, là, en dinde froide, là, et là, on voit que ça, on peut pas trop résister à ça. On peut le faire, mais c'est pas ce qui va être efficace finalement. C'est très clair ça. Ce mode d'addiction est en fait beaucoup plus. D'abord, il est beaucoup plus interne, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme la compulsivité, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de la compulsivité en supprimant l'objet dont on est compulsif, parce qu'on va le transférer ailleurs. C'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait l'addiction elle est liée à une absence de réel. C'est quand l'image a remplacé la réalité. Et donc ça relève d'un choix. C'est pas facile par exemple d'arriver au choix intérieur. Et je pense que le vrai choix intérieur, c'est pas d'y renoncer, c'est de se laisser aider. Hein, je pense que d'ailleurs c'est vrai dans le cas de l'alcool. La seule différence, c'est que dans le cas de l'alcool, on accepte d'être aidé que par ceux qui ont fait le même chemin que soi. Parce que c'est vrai qu'il y a un mode de dépendance physique et psychique qu'on a du mal à comprendre tant qu'on n'est pas alcoolique ou tant qu'on n'a pas frôlé l'alcoolisme. Alors que les toxicos n'ont pas besoin de parler de ça entre eux. C'est très étonnant. Il n'y a pas besoin, un toxicomane n'a pas besoin d'être reconnu par un autre toxicomane et de dialoguer avec lui pour en sortir. Parce qu'il y a dans la toxicomanie quelque chose d'analogue à Internet. Ça relève d'abord d'un manque, alors que l'alcoolisme, ça relève d'un désamour de soi, c'est très différent. Dans l'alcoolisme, il y a vraiment c'est de la destruction, c'est de l'autodestruction. Alors que la drogue, comme Internet, c'est pas de l'autodestruction, c'est de la fuite. C'est de la fuite dans un espace parallèle. L'alcoolique, il reste là. Il s'imagine qu'il va enchanter le monde, alors qu'en fait, il le désenchante. Hein. Enfin, voilà, il le cauchemarde. Mais il brode sur le monde, l'alcoolique. Je sais qu'il s'adresse aux choses et aux gens, il les interpelle, il se met à dire plein de choses. Voilà. Alors que le toxico, pas du tout. Le toxico, il est dans son monde, il est dans son trip, il est dans ailleurs, il est dans un scénario, comme dans Internet. Voilà. Et donc ça ne se soigne que par maturation. Voilà, alors le problème, c'est qu'il y a des zones de nous qui ne sont pas matures. Et dans certains cas, Internet vient taper là. Et donc... Et je pense personnellement, enfin j'en suis même certain, que la seule réponse, c'est la densité de la relation humaine. Hein. Qu'à partir du moment où autrui est vraiment en face de moi et qu'il y a un dialogue quotidien qui s'inscrit tout simplement dans le face-à-face, voilà. Donc je pense que Internet vient mettre le doigt sur cette grande maladie de l'Occident, qui est d'avoir quitté la relation avec l'autre depuis très 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 longtemps. Je pense que nous, les Européens, on a quitté la relation à l'autre vers le XIVe siècle. Hein. C'est fini, l'autre c'est Dieu, l'institution, le concept, l'idée, le projet, l'innovation, la créativité, mais c'est pas l'autre. Et on a aujourd'hui, au contraire, alors que paradoxalement, nos générations, on a vécu le sens de l'amitié autour de surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin voilà, le passage par les deux guerres, on fait naître des expériences relationnelles tout à fait exceptionnelles. Et plutôt que de capitaliser dessus en se disant, mais oui, on entre dans cette nouvelle phase où la relation à autrui va devenir déterminante, comme dans ce très très beau film qui s'appelle Nos meilleures années, qui est un hymne à l'amitié, qui est extraordinaire et qui montre comment est-ce qu'on ne traverse les malheurs que appuyé sur autrui. Hein. C'est pas plus que de l'amour, hein, mais je veux dire, voilà, c'est pas la relation amoureuse, c'est la personne auquel je fais une confiance profonde qui est un interlocuteur de vie. Je pense personnellement que Internet, c'est vraiment, on a besoin d'être des interlocuteurs vitaux les uns sur les autres. Et dès qu'on commence à être pas vraiment en face, alors évidemment, il faut accepter que l'autre le soit pour nous et puis que moi je le devienne pour autrui. Donc là, il y a une sortie
Ouais, parce que l'addiction, c'est une forme de confort régressif. Hein, voilà, L'autre est là pour nous libérer de nous-mêmes, là où nous sommes malsains. Pour nous sortir de la maison de force. Voilà. Et dans notre vie, c'est bon d'avoir des interlocuteurs auxquels nous donnons la liberté d'aller nous chercher, nous ramasser, voire nous sortir de force des endroits où nous sommes, vous voyez, où nous ne sommes toujours pas devenus des adultes, ou peut-être nous ne le serons jamais. Et nous aurons toujours besoin que l'autre, miséricordieusement, vienne nous aider à sortir de nos régressions. Voilà, donc je pense que ça touche des choses profondes comme ça. Hein. Donc on ne peut pas traiter ça socialement, je ne crois pas du tout. C'est comme les enfants, mettez les enfants dans le réel, mettez-le dans la nature, mettez-le en contact avec la matière, mettez-le en contact avec des animaux, mettez-le en contact avec des gens qui sont vivants. Ils ne vont pas aller jouer aux jeux vidéo. Hein. Parce qu'il y a une jouissance infiniment plus grande de jouer à la guerre avec un bout de bois et des pommes de pin en guise de grenade qu'avec ces espèces de trucs hyper réalistes dans lesquels toi, tu n'es juste plus rien, tu n'es rien du tout, tu n'as plus aucune créativité. Voilà, donc c'est pour dire que donc je pense que c'est par le plaisir addictif est un appel au plaisir existentiel qui a une intensité bien plus grande. Et encore une fois, d'avoir vécu dans une société du déplaisir sanctifiable, enfin du déplaisir comme voie de sanctification, quand même, on a difficilement fait pire quand même. Bon, c'est pas mieux que le bouddhisme de la perte du désir comme chemin de sagesse, hein, mais voilà, il y a des moments où quand même les humains, y compris les intellos, peuvent être un peu timbrés quand même. Hein. Est-ce qu'une manière de poser la question n'est pas de se demander si Internet ne peut pas être considéré comme une personne? Alors c'est vrai que, comment vous dire ça? Parce que ce qui me fait poser le problème de cette façon-là, c'est tout à fait au début de l'intelligence artificielle, un contemporain de Norbert Wiener qui travaillait sur les langages interactifs, justement. Son plus grand succès, ça a été quand sa secrétaire est dû lui dire « Eh bien moi, après le repas, j'irai passer un moment dans la salle des machines et ça me remontera le moral. » Tout à fait. Alors là où vous avez strictement raison, c'est sur le langage. Voilà. C'est très vrai que nous ne nous en rendons pas compte parce que nous ne sommes pas des informaticiens, mais c'est Leibniz qui avait inventé ça. Leibniz avait inventé l'idée de créer une grammaire générale. En gros, de dire au fond, toutes les choses sont comme des mots. Et il faudrait qu'on apprenne la grammaire de tout. Vous voyez, que derrière toutes les choses, il y a la sagesse de Dieu, c'est une espèce de grande grammaire de tous les objets créés. Et il disait qu'il faudrait qu'on arrive à comprendre cette grammaire universelle. Alors ça, c'était le mythe leibnizien. Mais c'est vrai qu'il y a dans Internet l'invention de ce que j'appelle moi un langage standard qui permet de parler absolument de tout en montrant avec quoi il est relié et en quoi est-ce qu'il est échangeable avec autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, comment vous dire ça, oui, Internet est une manière de nous parler des choses, entre guillemets, qui est tout à fait originale. Alors, qui ressemble plus à une pseudo-divinité qu'à une personne humaine. Parce qu'une personne humaine n'est pas capable de vous dire tant de choses à la fois. Vous voyez, mais c'est une idole, parce que c'est une divinité qui vous présente tous les atours de la connaissance, mais à l'intérieur duquel il n'y a rien. C'est une idole creuse, hein. Parce que, regardez, je prends un exemple très simple. Vous tapez sur Google une question ou un sujet sur lequel vous vous intéressez. Google va vous fournir, c'est-à-dire que je vous parlais de la petite boîte qui s'appelle Google, il faut l'appeler Google, la boîte comme quelqu'un. Et bien Google, la personne Google vous fournit un nombre d'informations que vous n'auriez jamais été capable en une vie de réaliser. Vous avez vu, quand vous tapez le nombre d'items, il vous dit, il y a le nombre de pages, il y en a, je ne sais pas quoi, 1 million de pages. Comment vous voulez en une vie consulter 1 million de pages et les synthétiser de manière compréhensible? Donc vous voyez bien qu'il vous met face à un déluge d'informations auxquelles, voilà, d'ailleurs il en nommait quelques-unes qui sont des fois des informations essentielles, mais ce n'est pas grave. Et donc il a une manière de vous parler par mode je sais pas quoi, mode de déluge verbial, mais dedans, encore une fois, dans ce langage, il n'y a pas d'intelligence. C'est ça qui me frappe. Ça parle, vous voyez, Internet vous donne des infos, vous donne des renseignements, vous donne des programmes, vous donne tout ce que vous voulez, mais il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il vous le donne de manière qui est totalement
inapproprié à moi. Quand vous êtes au service de quelqu'un, à la 10e question qu'il vous pose, vous commencez à voir quel est le profit de ce dont il a besoin, de ce dont il n'a pas besoin. Alors qu'Internet déverse sur vous des flots d'informations. Vous voyez, moi, c'est très bizarre ça. On préfère qu'ils vous disent, voilà, le livre sur le sujet, il y en a un, c'est celui-là. Mais ça ne se vendrait pas bien, parce que ça ne ferait pas semblant d'être intelligent. Alors que c'est vrai, hein, vous savez, sur n'importe quel sujet important, vous avez souvent un ou deux ouvrages, quand ce n'est pas un ou deux articles sur le sujet, point à la ligne. Et vous avez 500, 600, 700, 1000, 2000, 3000 commentaires de second couteau, de troisième couteau, de gens qui à la fin ne comprennent plus rien du tout d'ailleurs de quoi on parle. L'intelligence, ce n'est pas du tout le bon sens, c'est peut-être la chose du monde la mieux partagée, c'est l'intelligence pratique. Mais la capacité à synthétiser de manière intelligente sur un sujet donné, ça, c'est pas du tout partagé. Et donc, je vous dis, le problème d'Internet, c'est de faire semblant d'être un pourvoyeur, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot, de pourvoir à nos besoins, mais cette manière de pourvoir à nos besoins est matérielle pour une part aléatoire. Voilà. Et donc, mais vous avez plein de gens qui se remontent le moral, enfin qui essaient de se remonter le moral, en allant passer quelques heures ou quelques minutes sur Internet. Ouais. Avec une dose de cocaïne aussi, on a le moral remonté, mais c'est à peu près la même chose. Je ne suis pas sûr que ça ait des effets profonds. C'est vrai, les informations, vous allez voir, là, vous êtes dans l'actualité, vous savez, vous pouvez parler à table de la dernière déclaration de M. Fillon, en direct, où vous avez lu sur Internet, où vous allez produire la vidéo, vous allez montrer à vos petits camarades. Je vous dis, faites un bilan là, des 5 dernières années. Avez-vous appris quelque chose de vital par le biais d'Internet qui vous a aidé à structurer ou à choisir des choses graves avec un peu de sagesse? Je ne parle pas si vous êtes tombé sur un article de Merleau-Ponty ou de Socrate. Hein. Je parle, vous voyez, est-ce que ça vous a servi, est-ce que ce mode de présentation du réel vous a servi à un moment ou à un autre d'une manière clé? Telle information a pu vous servir. Alors, évidemment, la question plus cruelle, ça serait de savoir est-ce que vous réalisez qu'il y a tout un nombre de choses auxquelles vous n'avez pas accédé parce que précisément le mode que vous a présenté a empêché complètement d'accéder à la réalité qui vous aurait véritablement aidé. Ça, c'est plus cruel, c'est plus difficile de savoir ça. Sur une recette, est-ce que je consulte marmouton.com ou est-ce que j'essaye d'appeler quelqu'un que je connais? Je veux déranger personne, donc je consulte marmiton.com. Mais si tu dérangeais quelqu'un, peut-être que la prise de risque relationnelle que tu prendrais serait bien plus intéressante. Oui, mais c'est plus confortable, marmiton.com. Oui, c'est ça les questions. C'est un outil qui ça apprend absolument pas à nous écouter les uns les autres, à nous faire confiance les uns aux autres, et à dépendre les uns des autres. Je voudrais faire un questionnaire, un questionnaire anthropologique. 3 ans d'usage d'Internet intensif. Voilà. Et puis, trouvez les 5 questions auxquelles vous devez répondre pour prendre conscience de ce qui s'est passé vraiment. Pour calculer, ce n'est pas votre degré d'addiction, vous voyez, mais... Vous avez des grands-parents, on ne va pas le dire ici, mais vous avez des gens de 70 ans, 75 ans qui sont complètement accros de ce truc-là. Des hommes notamment. Qui ont passé leur temps à aller chercher des infos sur plein de sujets, en ayant le sentiment que, au pire, ils auraient été dans une bibliothèque, vous voyez, passer des heures à compulser des livres. Donc, est-ce que c'est pas une fausse crainte de d'avoir peur d'Internet et d'avoir peur de... C'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas de notre enfant aussi, mais c'est un outil qui est formidable. Alors c'est vrai qu'effectivement, vous citez Google, bon, outre l'aspect défensif, quand on va chercher quelque chose, on a pas mal de pubs, on le suit pendant 12 mois, historique. Donc on peut bien sûr recevoir des pubs sur ce qu'on a pu saisir. Après, dans le choix des mots qui sont utilisés dans les recherches, on peut trouver pas mal de choses. Et ça donne quand même accès à l'information, à la pratique. C'est ce que j'allais dire. Il faut pouvoir la trier. Alors, moi, j'y vois quand même quelque part, dans cette forme de mondialisation, une sorte de crainte de la mondialisation. Alors, ce n'est pas une crainte de la mondialisation, c'est à quelles conditions?
la mondialisation n'est pas un phénomène vital et une évolution naturelle qui, comme l'évolution pseudo-darwinienne, aboutirait à un stade ultime qui s'appelle le point oméga des terres de... Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, l'évolution humaine, elle est liée à chaque instant à des choix. Oui, mais depuis des millénaires, on a connu des progressions magnifiques et des régressions formidables. Il y a des endroits où on est bien plus stupide qu'il y a 10 siècles. On est dans un crétinisme suraigu par rapport à il y a 20 siècles sur certaines questions. Mais est-ce que Internet interdit justement en fait ces choix, Non, il ne les interdit pas, mais il réclame. Pardon. Oui, oui. Moi, j'y vois plutôt donc en fait une crainte et j'y vois donc en fait plutôt une évolution vers quelque chose un partage d'informations. Oui. Alors après, bien sûr, on peut tomber dans l'anarchie, dans le fait qu'effectivement il faut, comme vous disiez tout à l'heure, donc en fait de la sagesse pour la trier. Moi, je fais confiance aux jeunes quand même quelque part. J'ai envie de leur faire confiance pour aller voir donc en fait l'information. C'est un outil également qui permet, je dirais, des échanges. Moi, j'ai ma fille qui peut aller donc en fait utiliser un appartement à Berlin, à Londres, qui peut aller discuter et rencontrer donc en fait des gens qu'elle n'aurait pas rencontrés via Internet. Mais ça, je suis d'accord. Avec le danger, bien sûr, d'y rencontrer n'importe qui, n'importe comment, etc. Hein, bien sûr. Mais ça, ce sont des craintes qui nous appartiennent. Je suis d'accord, mais moi, je nuance, si vous voulez, je serais plus précis que ça. C'est-à-dire que c'est évident qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit tout à l'heure, Internet nous propose des opportunités d'accès à la connaissance pour celui qui sait s'en servir de l'information. Donc pour celui qui a été formé à un accès à la connaissance qui ne passe pas par une foison d'informations, qui sait discerner dans l'information ce qui relève probablement de la réalité et ce qui n'est que vraisemblable. Mais où est-ce que ça s'apprend, ça? Moi, ma question est de savoir si le monde dans lequel je vis est régi par Internet, où est-ce que j'apprends à vivre sans lui? C'est tout simple. Et je dis que si Internet constitue le mode de contact avec l'information, c'est-à-dire avec le monde fondamental et privilégié dans la vie du futur, je dis que voilà, l'humanité va totalement perdre toute capacité de discernement. Tout simplement ça. Parce que je pense que l'information n'a jamais été un lieu de compréhension. Jamais. Si j'ai acquis la capacité de comprendre, si j'ai acquis la capacité de discernement, alors je suis capable là-dedans d'aller, ce que je fais moi le premier. Wikipédia, par exemple, quand on connaît un peu ce que c'est qu'une encyclopédie, c'est remarquable. Et Wikipédia a eu l'intelligence de marquer lui-même les limites, d'être capable d'identifier les limites de son propre rapport. Mais on rêverait que l'ensemble d'Internet fonctionne comme Wikipédia, ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu un temps où on disait vu à la télé. Oui. Et on connaît en fait pour acquis et pour vrai. Oui. Ce qui était donc en fait dit et vu à la télé. Voilà. C'est un peu pareil sur Internet quelque part. Voilà, on est tout à fait d'accord. À un certain moment, donc en fait, effectivement, quand il y avait l'ORTF, c'était quand même un petit peu le bras droit des gouvernements. C'était pas. Dans d'autres pays, certainement encore, puis aujourd'hui aussi, quelque part, d'une autre façon, un peu plus mercantile, parce qu'on sait que quand tel patron, donc en fait, de telle télévision, donc en fait, a des et c'est pareil pour les journaux, etc., etc. On le sait. Après, donc en fait, c'est à chacun de faire son choix, et puis de voir, effectivement, si on lit Le Figaro ou l'UMA, pas avoir tout à fait. Oui, mais la jeune génération lit simultanément Le Figaro, l'UMA, enfin, elle lit tout à la fois, ils sont plus astucieux pour ça. Mais ça n'empêche que, moi, là où j'ai confiance dans la jeune génération, c'est qu'ils ont parfaitement compris que c'est pas en prenant un prisme a priori originel qu'on va devenir intelligent. Donc il faut commencer par s'informer de la manière la plus large possible. Et en ça, ils sont remarquables. Leur grande difficulté, c'est que maintenant, ils disent, mais par rapport à ça, il est où le réel? Et là, ils ne savent pas répondre. Je ne vois pas comment est-ce qu'on leur a appris. Où est-ce qu'ils apprennent le réel, vous pouvez me dire? Où ils ont un contact sans image et sans technologie intermédiaire avec le réel. Moi, quand j'ai ma fille qui fait une réservation sur Airbnb, par exemple, qui doit aller se payer, donc en fait, tout à moindre coût. Tout à fait. Elle va à Berlin. Non, elle ne va pas à Berlin, elle va chez Airbnb. Oui, mais elle ne va pas à Berlin comme si elle était partie avec le guide du routard, comme ça en allant à Berlin, dormir chez des gens qu'elle ne connaît pas. Voilà. Oui, mais je vous dis, Airbnb, c'est une manière de vivre aussi. C'est-à-dire que tout le monde sait que le but n'est absolument pas de favoriser quoi que ce soit d'autre qu'un fonctionnement économique qui n'est pas nécessairement même collaboratif, hein, aujourd'hui. Voilà. Et donc, concrètement, la possibilité à distance de faire confiance à des gens que je ne connais pas, c'est très bien.
Mais croire que ça me donne accès au réel, c'est ça l'illusion, c'est ça que je veux dire. Une économie collaborative peut rester parfaitement égoïste. Parfaitement égoïste. Le covoiturage peut rester parfaitement égoïste. Ce n'est pas le covoiturage comme tel qui engendre la rencontre. Ce n'est pas Airbnb qui engendre comme tel le contact avec le réel. Ce n'est pas Uber qui engendre comme tel le contact avec les autres. Ça, c'est des facilitateurs ou au contraire, ça détériore les choses. Tout dépend de ce qu'on va en faire. Et je dis que la base sur laquelle on va en faire quelque chose, c'est si je comprends qu'Internet ne peut être qu'à la périphérie de mon existence et notamment de mon intelligence. La formation de l'intelligence par laquelle je constitue la reconnaissance de mon identité n'a rien à voir avec toutes les formes de connaissances que développe cet outil. Il faut que je l'acquière. Ma question est où je l'ai acquise. Et je dis qu'il faut faire attention parce que la non-lucidité de nos générations, les dinosaures de plus de 40-50 ans, c'est que nous l'avons acquis, cette identité, dans un espace sans surinformation. Sans surinformation. S'imaginer qu'un jeune aujourd'hui peut accéder à la même réalité en état d'hyper-surinformation, c'est de l'illusion complète. Il faut que je lui procure du temps, de l'espace et des personnes où il soit sans info, dans le silence, en contact direct avec les choses, avec le temps de les intégrer. Où est-ce qu'on me propose ça? C'est tout. Je dis que le futur se bâtira sur l'usage d'Internet à la condition que la structuration... C'est pas pour rien que le grand mouvement de société d'aujourd'hui, il n'est pas lié à Internet. Le grand mouvement de société dans notre pays aujourd'hui, il est lié aux gens qui ont choisi de vivre autrement, c'est-à-dire de mettre ces outils à leur place, de commencer par rencontrer l'autre, prendre du temps, arrêter de bouffer n'importe quoi, réduire leur niveau de loisirs ou autre. Et leur question, ce n'est pas d'aller chez le voisin à 12 000 km dans un appartement sympa, c'est de s'apercevoir qu'il y a une voisine qui, par contre, qui est moins sympa, qui ne va pas prêter l'appartement et qui a des chats qui font du bruit qui ne sentent pas bon. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est très frappant. Il y a tout un nombre de... C'est demain, c'est l'exemple du film Demain, hein. Mais en France, et c'est ça qui m'intéresse, je dis que ça, sans ça, il ne faut pas rêver qu'Internet fasse autre chose que de mettre la réalité encore plus loin de ceux qui auront grandi dedans. Parce qu'eux, ils ont grandi dans Internet. Nous, on a découvert Internet à quel âge? Ça veut tout dire. Hein. Voilà, et donc la question, elle est celui de l'ancrage, celui des bases, celui des racines. En l'occurrence, Internet c'est pas le lieu, la structuration de ma personne ne peut pas se faire. C'est exactement comme moi, j'avais rencontré quelqu'un comme ça, qui avait failli rentrer dans notre communauté. Au bout de 3 semaines, il ne supportait pas de ne pas avoir le journal. Lui, c'était Le Monde qu'il lisait. Il ne pouvait pas vivre sans l'information. Je trouve ça très très bien. Je dis, mais comment ça se fait? Il dit, parce que si je n'ai pas d'accès à l'information, je ne suis pas dans le réel. Je dis, mais tu n'es précisément pas dans le réel par l'information. Tu n'as aucune idée réelle de ce dont on te parle. Tu n'es jamais allé au Vietnam. Tu ne sais pas ce que c'est la guerre du Vietnam. Tu n'es jamais allé aux États-Unis. On te parle de gens que tu n'as jamais vus. Et l'investissement de ton intelligence va être sur le traitement de ça, plutôt que de s'occuper de t'apprendre toi, être capable de dire bonjour à quelqu'un, de maîtriser un tout petit peu tes émotions pour qu'elles soient constructives de la relation. Voilà, c'est juste pour dire ça. Et qu'aujourd'hui, tout simplement, Internet devient un espace d'existence qui, en énergie et en temps, et en intensité, aujourd'hui, chez un jeune, a presque plus d'importance que tout ce qui vit en direct. C'est tout simplement ça que je souligne. Je dis qu'il faut un équilibre entre les deux. Moi, je vous trouve très pessimiste là-dessus. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans cette salle, mais les jeunes, ils ont toujours la préoccupation de l'amour, ils ont toujours la préoccupation de relation à l'autre, de la relation à leur corps, avec le sport, avec la nature et tout ça. Et ça, Internet, pas Internet, né ou pas dans Internet, il y a toujours l'amour, il y a toujours toutes les relations sociales. Et il y a, à mon sens, une aisance beaucoup plus grande à vivre avec Internet. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas cette fascination. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, puisque la fascination est intégrée, donc il y a beaucoup plus d'aisance. Par contre, alors là, je permettrai de ne pas être du tout d'accord avec vous, c'est qu'ils sont préoccupés de l'amour, la nature. Mais leur capacité à le vivre, ils sont très lucides eux-mêmes sur le fait que c'est extraordinairement difficile et que malheureusement, leurs aînés ne constituent en rien des chemins pour y comprendre quelque chose. Voilà. Ça veut dire que leur désillusion sur la question est beaucoup plus aiguë que la nôtre. Tout simple. Enfin, je vis à côté d'un collège d'enfants. Je peux vous dire que c'est très impressionnant de voir, on en parlait là récemment précisément avec les frères, hein, leur capacité à décrocher du réel. Le nombre d'enfants qui tout d'un coup décrochent, ne sont plus là pendant une demi-heure, sont ailleurs, et ils sont de plus en plus nombreux. Et bien c'est tout simplement les 7 heures
7 heures, la moyenne, de consommation d'Internet par jour. Par jour. Aujourd'hui, les jeunes Européens consomment 7 heures d'Internet par jour. Quels parents savent ça? Personne. 7 heures, c'est les chiffres officiels de la moyenne. Vous m'expliquerez comment, avec 7 heures d'Internet par jour, ma relation au réel constitue un fondement de mon existence. C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible énergétiquement. Voilà. Et je dis que cette question-là, elle préoccupe les thérapeutes, elle préoccupe les professeurs, elle préoccupe tout le monde. Il y a une difficulté, et que, moi je serais même plus dur, c'est précisément l'irénisme non éclairé de nos générations qui reste dans les bisounours des années 70 et qui s'imaginent qu'un outil suffit d'avoir d'un peu de prudence. Mais nos générations sont effroyables dans le non-usage prudentiel de ces choses-là. Qui fabrique les choses horribles sur Internet? C'est nos générations, c'est pas les leurs. Qui laisse accès aux jeunes? C'est nos générations. Qui ne veut pas réguler ça d'aucune manière? C'est nous. Voilà, donc je dis que je dis pas que cet outil en soi est pas mal. Je vous parle du réel. Et je vous dis, je vous en ai parlé de manière soft parce que quand on parle des choses dures, ça fait peur. Voilà, il y a vraiment là une, comment ça s'appelle ça, une incurie, une irresponsabilité gravissime de la part de nos générations sur ces questions-là. Comment vous voulez laisser des gamins, enfin, je sais pas, c'est quand vous vous renseignez sur ce que les collégiens, même de bonne famille, à quoi ils ont accès. Hein, mais même les adultes n'imaginent même pas que ça existe ces choses-là. Et les gamins, ils se les montrent les uns aux autres. Comment un pays peut permettre que ces choses-là ne soient pas techniquement impossibles, sans être un geek qui a 30 ans d'informatique? Je ne sais pas, moi. Il n'est quand même pas moins compétent que les Chinois pour limiter le... Voilà. Donc c'est pour dire que je ne suis pas du tout en train de diaboliser Internet, je suis juste en train de vous dire que je pense que nous sommes dans une sous-estimation complète. Pour moi, je vais être encore plus clair, nous sommes les Pierre et Marie Curie de l'Internet. Ils n'avaient pas compris que c'était radioactif. Ils l'ont compris un peu tard. Voilà. Et je dis simplement que cet outil est un outil remarquable, mais qui a le danger de son génie. C'est exactement comme l'énergie nucléaire. On ne s'en sert pas de manière impunément. On s'en sert avec des conditions d'exercice qui sont extrêmement sécurisées. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que l'intelligence humaine n'est pas capable de gérer des milliers d'images et d'informations sur un soubassement d'enracinement dans le réel qui est trop léger. C'est tout simplement, c'est n'importe quel psychologue d'ailleurs vous dira ça. C'est pas possible. Il faut que j'ai eu un espace d'intégration de mon corps, de la sensation, de la relation à l'autre, de la construction de la confiance relationnelle. Mais ça se construit où, ça? Mais dans quel relationnel ils vivent? Voilà. L'amour dans des familles oui, avec des enfants dont largement plus de la moitié des familles sont décomposées, recomposées. Et ils vous diront l'amour, c'est très difficile. C'est très difficile, on en a le désir, mais c'est très difficile. Oui, et c'est leur angoisse la plus fondamentale. Ce n'était pas la nôtre. C'était une préoccupation d'un angoissé. La leur, elle est angoissée. Eh bien, regardez-les. Eh bien, je vous dis, c'est une excellente question. Je peux juste vous dire que c'est un... Excellente question. C'est un fait. Ben, c'est très simple. C'est très simple. Le soir, quand vous êtes couché, que tout le monde dort, il va sortir son téléphone, il va piquer celui de son père et il va passer 2 heures à jouer à un truc vidéo. Dès qu'il sera sorti de l'école, il y passera une demi-heure à droite à gauche. Et le week-end, dès qu'il pourra, sur le chemin de l'école ou autre, il y passera 2 ou 3 heures. C'est tout. Et le fait donc de ne pas donner ce type d'outils à ces enfants, puisqu'on parle plus des enfants. Mais moi, je ne parle pas des outils. Je ne dis pas que l'outil est gênant. Non, mais voilà, le fait de ne pas générer ce type d'addiction, enfin, pas très chiant, parce que ça permet énormément plein de choses, Internet, mais voilà, le fait de ne pas donner ces outils, de ne pas. Alors, on dit qu'on peut finalement limiter, quoi, mais on ne pourra jamais. Non, on ne peut pas limiter puisque il s'agit d'un choix politique. La seule chose qu'on peut à l'échelle personnelle, c'est retarder le moment où un enfant dispose d'un téléphone portable avec Internet dedans. C'est la seule chose qu'on peut faire. On n'a pas d'autres possibilités. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'il y ait si possible un écran d'ordinateur qui soit collectif à la famille et où chacun passe son écran avec sa tablette chez lui dans lequel il en a des mondes sur lesquels j'ai aucun moyen de contrôle. Voilà.
ou que j'ai accès à son historique simplement par transparence, tant qu'il n'a pas 17 ou 18 ans. Parce qu'après ça, vous n'aurez plus accès à rien du tout. Voilà. Ça, c'est simplement de la santé. C'est simplement de la santé. Ensuite, j'étais juste en train de souligner qu'il y a une problématique globale qui est beaucoup plus large, qui est que ça arrange tout le monde de minimiser les dangers effectifs d'un usage malsain de cet outil. Parce que ça génère des sommes gigantesques. Voilà. Et donc je dis qu'aujourd'hui, cet outil est merveilleux, mais qu'il n'est qu'un outil de deuxième phase de l'existence. Il ne peut en aucun cas constituer comme tel un outil de structuration de la personne. C'est pour ça que je pense personnellement que c'est une erreur complète de vouloir introduire trop tôt Internet à l'école. Voilà. Et que de la même manière que n'importe quel apprenti compagnon vous expliquera que pour que quelqu'un sache correctement se servir d'une machine, il faut déjà qu'il ait au moins fabriqué un objet à la main pour comprendre ce qui se passe réellement dans sa machine. De la même manière, je vois mal comment un enfant peut apprendre à se servir de la virtualisation de l'image avant d'avoir appris à être en contact avec les choses, qu'il puisse maîtriser une tablette avant de maîtriser du papier, ça me semble inquiétant, c'est tout. Tout simplement parce que ce n'est plus un support singularisé individuel. C'est un support qui est connecté virtuellement. Je me souviens très bien d'avoir visité au JMJ des jeunes en Italie, dans un musée en Italie. En 15 secondes, ils avaient contourné la télévision qui donnait un espèce de petit film débile sur je ne sais pas trop quel village étrusque. En 3 minutes, ils étaient rentrés dans le système, ils avaient ouvert l'écran, ils étaient en train de jouer à un jeu vidéo. Voilà. Non mais c'est parce que, pardon, mais nous sommes des papilles. Je veux dire, on est d'une naïveté là-dessus. Et je vous assure que la génération là, quand ils vous parlent en vérité, tu dis mais les parents, heureusement il faut les informer. Les 7 heures, c'est pas moi, hein, c'est une enquête européenne officielle. Alors, bien sûr qu'il y en a qui en voient beaucoup plus, ça compense ceux qui en voient beaucoup moins. Voilà. Ensuite, les familles structurées qui suivent leurs enfants avec de l'amour, de la relation, c'est très gentil, ça s'appelle le village protégé des Indiens dans la réserve naturelle. Ça constitue 3% de la population française, si vous voulez, pour être très honnête. Par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a un exemple vis-à-vis des enfants, c'est l'apprentissage de la sexualité. Ah, ça c'est sûr. C'est assez redoutable, et c'est une de mes angoisses. J'ai un gamin qui a eu 13 ans. Je me dis que finalement, il lui viendra de moins en moins, si je laisse filer comme ça, l'idée de m'en parler et d'échanger avec justement quelqu'un qui a peut-être vécu les choses plus que lui, enfin j'espère, que par rapport à ce qu'il peut imaginer être structurant pour lui en termes d'images, qu'elles soient d'ailleurs les pires ou des images éducatives, puisqu'il existe aussi des... Et j'avais discuté avec une chef d'entreprise dont les produits sont liés à l'apprentissage de la sexualité, etc., et qui m'expliquait qu'elle avait tout le mal du monde avec des filles qui étaient pré-ados et ados, à leur faire comprendre que ce qu'elles voyaient n'était pas la réalité, ou que ce que leurs petits copains voyaient comme films et autres n'était pas les usages ou les pratiques de la réalité, pouvaient être de certaines personnes, mais pas. Et elles expliquaient que ces enfants-là, de cet âge-là, prenaient ça comme une norme finalement. Bien sûr, c'est tout à fait normal, ils n'ont rien d'autre. C'est pour ça le nombre de fois où nous, comme éducateurs, on va leur dire, mais attends, ça s'appelle du cinéma. Le cinéma, c'est pas la réalité. Donc si tu veux savoir, tu vas parler avec des... Voilà, si ce n'est pas tes parents, c'est ton oncle, c'est ta tante, tu leur demandes de t'en parler. Alors évidemment, il faut avoir la simplicité d'en parler de manière juste, qui est une autre paire de manches. Parce qu'on n'a pas de... Nous, on est parti de la honte culpabilisée complètement fantasmatique, à vivre comme on peut, souvent de manière un peu difficile aussi, cette dimension de l'existence. Mais qui en parle aux jeunes de manière simple? Qui ne dit pas, c'est génial, vous êtes dans un monde libéré? Enfin, mais nous, on a des discours, nos générations, qui sont très... comment vous dire ça? Qui ne sont pas très mûrs. Hein. Voilà. Et c'est typique. C'est l'accès au corps qui est potentiellement, je suis d'accord avec vous, comme par le sport, toutes les possibilités d'accès à l'amour, au sport, à la relation, il n'y en a jamais eu autant. Le problème, c'est que ces accès-là, il faut pouvoir y arriver. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de possibilités de s'humaniser, de s'aider les uns les autres. On n'a jamais pris conscience aussi profondément que la relation était indispensable. J'ai dit juste que dans le concret, l'accès à ces expériences-là est beaucoup plus difficile et que pour l'accès à ces expériences-là, Internet, qui n'est pas fait pour ça, est de l'ordre du simulacre et qui font donc aider les enfants et les adultes à comprendre comment les voies d'accès aux expériences structurantes ne peuvent pas se faire par ce chemin-là. L'accès à ces expériences structurantes étant fait non seulement chez l'enfant et le jeune, mais même chez l'adulte de manière structurante, après ça, il n'y a aucun problème pour se servir de cet outil génial. Tout à fait d'accord avec vous. Et encore limité, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer d'ailleurs.
notamment du côté de la connaissance de la recherche scientifique. Dans le domaine de la littérature et de la philosophie. En sciences humaines, ils sont très pauvres. En sciences lourdes, vous avez leur réseau, mais dans les sciences humaines, c'est un outil qui est extrêmement pauvre. Ils ont tenté 2-3 moteurs de recherche, mais on est très très loin. Dans le domaine de l'art aussi, c'est très pauvre. La manière dont Internet balise votre chemin dans l'apprentissage technique est très douée. Dans l'apprentissage de la science, vous avez tout ce que vous voulez. Mais dans l'apprentissage de l'art, de la littérature, de la réflexion, c'est tout complètement embryonnaire. Est-ce que vous pensez que cet outil pourrait avoir un rôle justement dans la remobilisation et la progression culturelle des générations futures? Comment? Oui, à condition qu'encore une fois, ça ne soit que le moyen de diffusion et d'information sur des expériences qui lui sont antérieures. L'exemple du film Demain. Dans ce film, on voit bien qu'il parle d'expérience. C'est du cinéma. Ce cinéma est du cinéma qui sert vraiment. Là, le cinéma sert à dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du cinéma. Internet, d'ailleurs, le fait dans certains cas. Vous avez des choses absolument extraordinaires par le biais d'Internet auxquelles vous n'auriez pas accès autrement. Le tout, c'est que la base de l'existence ne soit pas simplement une base fondée sur le vraisemblable et le simulacre. C'est très simple à dire. C'est plus difficile à vivre. Et nous avons du mal à comprendre que parce que nous avons vécu dans un monde qui était déjà plus tout à fait un monde réel, c'est un monde d'objets. Nous, on était dans le monde des objets. Eux, ils ne sont plus dans le monde des objets, mais dans le monde des images. Moi, je dis, comment créer des chemins pour remonter la rivière, comme les saumons. C'est-à-dire qu'il faut passer du simulacre à l'objet, puis de l'objet à l'expérience. Et que les expériences humaines structurantes, elles sont les mêmes, elles ne bougeront pas, et elles ne sont pas dans la relation à l'objet, elles ne sont pas dans la relation à l'image. Elles sont dans la relation à soi, à l'autre, au monde physique, à la nature. Après ça, sur ce fond-là, bien sûr, une fois que j'ai joui du plaisir de la réalité sentie, de la réalité expérimentée, de l'autre rencontré, je peux aborder des formes de plaisir par l'image ou de mode alternatif. Je pense que c'est cet ancrage aujourd'hui dont nous ne voyons pas qu'il est rendu non pas plus difficile en soi, mais plus difficile empiriquement. Moi, je suis dans l'empirique. Et l'énergie mangée par ces 7 heures d'Internet par jour, c'est beaucoup d'énergie. Et tu ne peux pas avoir des images. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, un jeune de 30 ans, il a vu des milliers de films. Des milliers de films. Demandez-vous, vous les aînés, vous avez vu des milliers de films? Voilà. À 30 ans, d'avoir vu des milliers de films, ça veut dire que tu as une quantité d'images, de scénarios, de situations existentielles racontées de manière ou d'une autre qui sont... Qu'est-ce que tu fais de ça? Puis en plus, ça a été des gens qui ont travaillé sur ces images, c'est des gens qui ont dit des choses impactantes. Il y a une rhétorique de l'image. Et donc, quand la rhétorique de l'image, elle te met dans un relativisme complet dans lequel tu n'as aucune idée, en gros, de ce qui est structurant pour l'existence humaine, la pauvre rhétorique de ton existence, elle n'ouvre pas la bouche. Hein. Tout ce qu'on t'a dit sur les relations amoureuses par tous les films que tu as vus, aussi bien pour le meilleur que pour le pire, de Sissi l'impératrice, je ne sais pas trop quel film, complètement trash. Bon, après ça, ton pauvre petit corps humain là, d'ado, ou même de jeune, ou même d'adulte d'ailleurs, tu fais quoi avec ça? Tu n'as absolument pas le corps d'un tel, ni le corps d'une telle. Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tes premières tentatives ne sont pas du tout heureuses. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc tu es juste un sous-produit de l'image? Tu es un raté de la vraisemblance? Voilà, vous voyez, c'est ça la difficulté. Et on ne se rend pas compte que la puissance d'exemplarité de ce monde est plus forte qu'on ne le pense. À tout choisir, je préfère ça que la moralisation du 19e et du 17e. Il n'y a aucun doute. Voilà. Mais le tout, c'est que ce n'est pas parce qu'on a des outils merveilleux qu'il ne faut pas voir aussi le fait que la facilité de l'existence, c'est aussi une espèce de séduction qui est le propre, malgré tout, des générations plutôt des années 70, qui ont pensé que l'existence allait être facile. Non, l'existence, elle n'est pas facile. Elle est grande, elle est heureuse, elle est difficile. Mais elle n'est pas facile. Ça, c'est pas comme un avis, parce que dans Internet, tout est facile. Puisque tu vis la vie des autres, c'est par procuration. Bon, juste une précision. Google nous dit que la location de la salle n'est pas dématérialisée. Dont acte. En plus, il faut que nous sortions vite.